aujourd'hui dans cet épisode 10. Que peut être l'animal? Nous n'allons sûrement pas faire le tour de toute la question puisqu'elle est très vaste, mais on va essayer de dégrossir et puis surtout d'apporter un nouveau point de vue grâce au modèle Sois-je, qui, je le rappelle peut-être pour toutes les personnes qui arrivent sur cette chaîne pour la première fois, les idées que nous développons, la perception que nous avons de notre univers relatif est exposée dans un modèle qu'on appelle le modèle Sois-je, qui est exposé dans les épisodes 1 et 2 de la série Retour vers le Sois-je. Donc si vous êtes un petit peu déconcerté par ce qui se passe dans les explications que nous avançons dans cette vidéo, nous vous conseillons donc de faire un petit retour en arrière pour prendre connaissance de ce fameux modèle pour comprendre le concept. Que peut être l'animal? C'est une question assez fascinante dans le sens où elle nous sert aussi de témoin sur notre parcours d'éveil personnel. Selon si on a de l'empathie pour les animaux ou pas, on peut savoir si la personne est dans la droite ligne de l'éveil ou plutôt dans la déviance. Oui. C'est comme un baromètre, c'est assez révélateur. Très. Même plus précis, je dirais un thermomètre, ça donne la température à savoir si vous êtes... J'aurais dit baromètre, mais... Oui, pour la pression, oui, c'est vrai. Oui. Il y a aussi de la pression dans cette affaire-là, on va le voir. Mais c'est pour introduire le sujet dans notre monde relatif, ça dépend ce que vous faites des animaux. Est-ce qu'en général vous les caressez ou vous les mangez? Oui. Et souvent vous êtes un peu schizophrène, vous faites les deux. Parfois. C'est le cas le plus répandu, il faut bien le dire. Oui. On va pas faire de la statistique précise, mais c'est la réalité. Un nombre, oui. Avant de développer le point de vue grâce au modèle Sois-je, pour comprendre qu'est-ce que serait l'animal, est-ce qu'il a une âme, est-ce qu'il en a pas, est-ce que c'est un moi-je sur la voie de sa construction, est-ce que c'est un Soi-je ou un moi-je qui a été puni parce qu'il a fait des bêtises, etc. On va aborder évidemment tous les angles de cette compréhension de ce que peut être un animal. D'emblée, pour que vous ayez une définition de ce que nous allons voir juste après, l'animal, c'est en quelque sorte le miroir de l'expérimentateur le plus élevé en conscience. Est-ce que ça peut se comprendre dit comme ça? L'animal est le miroir de l'espèce ou de l'expérience en cours. C'est l'expression vivante de nos caractéristiques archétypales, l'expression de nos émotions. C'est une part de notre conscience qui prend sa place dans l'équilibre d'une expérience. C'est un pont de nous représenté dans chaque espèce en interaction avec nous. Animal, c'est un truc qui a du poil. Voilà. La chute est très bonne, c'est toi qui l'as trouvée. Ça relativise bien là, dans la matrice. L'animal, c'est un truc qui a des poils. Bon, c'est la confédération des crustacés galactiques qui vont nous tomber sur le dos parce que eux, ils en ont très peu. Donc, Ou les aviens n'en plus. Voilà. Mais là, on a donné le cadre, bon, déjà humoristique, parce qu'on n'est jamais là pour non plus se prendre au sérieux, mais en même temps délivrer des points de vue qui le sont vraiment grandement. On va développer, mais juste avant de rentrer dans le corps de l'animal, on tient à remercier une personne qui nous a laissé un message fort pertinent sur la vidéo le 666 transmuté. C'est une vidéo, on a fait vite le résumé, qui nous a permis à travers une quête de recherche et des synchronicités d'avoir pas mal de précisions sur ce que pouvait être l'action d'avoir à transmuter des prophéties. Vous savez qu'en général, le piège, excusez-moi, comme on dit entre guillemets, le piège à con, c'est celui qui veut passer pour le divin ou le grand Dieu, prophétise une action qu'il va lui-même réaliser, donc du coup ça se réalise et tout le monde se dit c'est lui qui a le pouvoir. Donc ça, faut sortir de ça, on va pas se faire piéger pendant 107 ans, comme la construction de certains édifices, donc pas de piège derrière ces trucs-là. Ceux qui prophétisent certaines actions, certaines choses qui arrivent quelquefois très très loin dans l'avenir, dans le futur du moment où c'était prophétisé, on fait plus le lien, on se dit mais c'est pas possible, ça peut pas être la même personne. Mais si, mais il y a des groupes de personnes qui ont les mêmes intérêts, etc. Il faut sortir de ce truc-là. Donc la tâche que nous étions à un moment assigné, c'était d'essayer de démonter cette espèce de 666 qu'on retrouve sous les codes barres, une omniprésence archétypale dite, entre parenthèses, sataniste, etc. Alors qu'on a vu que pas du tout. Il y a plein de symboliques très pertinentes du côté du monde positif qui sont récupérées par le négatif, si on peut s'exprimer en termes de polarité. Donc tout ça, on l'a expliqué dans cette vidéo. Et on avait trouvé un sens pour démystifier donc le 666 avec le langage des oiseaux pour exprimer que c'est
un des rares nombres largement composés qui articule aussi une phrase en français qui a un sens et qui veut bien dire, on le redit donc, 6 sens. Vous avez 6 sens, on oublie souvent, on croit qu'on en a que 5, mais on a bel et bien 6, puisque le 6e c'est l'intuition. Merci. Et le 6e sens, donc il faut s'en servir et énormément même en user, puisque dans ce conseil du 600, soit 106, c'est bien ce qui nous est divulgué. Donc 6 sens, vos 6 sens, soit SOIT, santé, donc vos 6. On vous le dit bien, si vous ne les sentez pas, travaillez le truc, c'est là qu'il y a une importance grande à avoir, surtout à la fin des temps. Et là, nous avons donc une personne, Elisa, qui nous a laissé le sens qui est encore plus profond, depuis que nous avons même exposé d'ailleurs le modèle Soit-je, c'est de comprendre cette phrase 666 avec 6 sens, donc on comprend toujours pareil, les 6 sens, mais soit c'est plus SOIT, c'est soit de Soit-je, donc c'est SOI, donc c'est le soi, que certains diraient supérieur, donc 6 sens, soit, 100, T6, les tiens à toi, donc moi je, qui est venu jouer une expérience avec plein d'émotions, plein de choses extraordinaires à vivre, et c'est pour soi. Soit je vis par procuration ce qui se passe en bas avec moi je. C'est le sens de la phrase trouvée par Elisa. C'est très fort. Ça. Oui. C'est vrai qu'à l'époque de la vidéo sur le 666, le modèle était en état embryonnaire. Oui, voilà, il n'était pas posé, que là, dans sa phrase, on voit bien ces deux dimensions entre le monde relatif et le monde absolu, et la reliance qu'il peut y avoir entre les deux, et aussi le sens de ce pourquoi on est là, en fait. C'est une belle transmutation. Comme quoi, quelquefois, les retours en arrière peuvent resservir encore à comprendre des dimensions supplémentaires qu'on n'avait pas toujours saisies à l'origine. Donc merci beaucoup à Elisa pour cette transmutation extraordinaire. 6 sens, soit synthésis. Et soit je, et il les sent énormément, ces fameux sens que vous développez ici en bas. Et je veux répondre par la même, et puis après on va attaquer donc sur les animaux, à une autre personne qui à un moment s'était offusquée de dire mais pourquoi vous appelez ça un jeu? C'est scandaleux de dire que c'est un jeu avec tous les morts qu'il y a, toute la misère qu'il y a dans la matrice. Le jeu du moi-je, ça devrait pas s'appeler un jeu. Mais il faut pas le prendre si vous êtes offusqué, alors qu'il n'y a pas à l'être au final, mais si vous l'êtes un peu encore, ce serait pas le jeu en tant que jouet ludique, mais en tant que jeu d'acteur. C'est-à-dire que chacun tient des postures ici dans ce jeu, on va dire, c'est une dramaturgie quelque part. Voilà, c'est un rôle qu'on a sur une scène. Donc c'est un jeu de rôle. Ça permet d'exprimer toute la palette, on l'a déjà dit, de toutes ces émotions que soit je ne peut pas avoir. On a déjà expliqué pourquoi. La société occidentale, elle nous montre bien par la suprématie du paraître sur l'être à quel point on est dans un jeu quand même. Parce que ce jeu, on le joue tous les jours. On peut le dire, le jeu d'acteur rejoint le jeu ludique aussi, quelquefois. Oui, alors, sur la partie souffrance, je comprends qu'on puisse en être offusqué, mais tous les jours, on est responsable de notre propre jeu, et bien souvent, c'est le paraître qui prend le dessus sur l'être. Et l'acceptation de ce paraître dans le quotidien génère aussi cette souffrance à un stade beaucoup plus large. Donc je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, et c'est par là aussi qu'on comprend la sortie du jeu. Mais on veut en sortir quand on en a marre, quand cette souffrance elle est devenue à un point tel qu'elle nous fait nous poser des questions. Je dissocie bien de tous ceux qui peuvent dire que tout ça est parfait, ceux qui ne légitiment en rien, ce qui se passe en termes de souffrance partout dans le monde, ça c'est clair. Vous le savez si vous avez l'habitude donc de suivre nos vidéos, on n'est pas du tout dans un New Age qui légitime les mauvaises actions, au contraire, on a toujours dit qu'il faut savoir se positionner et être bien cohérent face à ça. Et responsable par rapport à la position et aux actions qu'on peut faire face à ça. Tout à fait. Ou aux inactions. C'est-à-dire à toutes les actions qu'on ne fait pas, qu'on devrait faire pour arrêter tout ça. Ouais, nous ne faisons pas partie du monde de merveilleux des champignons magiques ou des feuilles étoilées tout fantastiques. Est parfait, chacun est à sa place, et etc. Ça peut se défendre sur un certain côté de compréhension philosophique globale, puisque là on arrive, on le dit à chaque fois, mais c'est vrai, à la fin du jeu, c'est quand même important aussi de passer à la phase, les lanceurs d'alerte, voilà, faut pas se voiler la face. Tout ce qui dysfonctionne, on est là pour le mettre à plat. Pas de vengeance, pas de violence, etc. Et on est tous concernés, mais la vérité. On a beaucoup de facilité à ne pas se sentir concerné par certaines choses, alors qu'on est directement lié à tout ce qui se passe, c'est évident. Notamment par ce qu'on consomme. Oui, les animaux, oui, on y revient. Quand on parle de vérité, dans le vrai, les animaux nous permettent d'abord, et là on va vous demander comme à chaque fois un effort de concentration, de méditation, pour vous extraire de toutes les idées préconçues qu'on peut avoir dans ce monde relatif du moi-je,
et de prendre beaucoup de recul, de vous extraire de vos idées reçues. Et grâce aux animaux, on va toucher à une des premières problématiques que nous impose cette forme de vie différente de la nôtre. Alors certains diraient que c'est pas vrai, c'est la même. Par exemple, il y a des courants chamaniques qui disent non mais un chien c'est comme un chat, comme une grenouille, comme une cendrine. Tous les animaux, les pierres, les végétaux, tout ça c'est sur le même plan. C'est la même chose, c'est connecté, c'est une conscience unique. Bon, on ne s'inscrit pas du tout dans ça. Surtout n'essayez pas, si vous êtes vous dans ce courant, d'être en contradiction avec ce que nous disons, ça va sûrement vous choquer. Parce que là, on est, nous, aux antipodes de cette affaire-là. Hein. Pour nous, la seule vraie raison de la création absolue, c'est l'homme, c'est l'humanité. Mais pas dans la version moi-je. C'est pour ça qu'ici, ça veut rien dire. Ici, l'homme, il n'est pas créateur, il est juste transmuteur de choses qui existent déjà. On l'a déjà expliqué par ailleurs dans d'autres vidéos. Ici, vous êtes juste des alchimistes qui transformez une matière existante et c'est du Lavoisier ici. Hein. Alors que dans l'absolu, c'est pas du tout ça. Vous êtes un vrai créateur. Et ici même est le produit de la création de l'absolu, qui, on l'a déjà dit, crée ce jeu parce que de l'autre côté, ce qu'on vit ici n'est pas possible. De l'autre côté. Donc l'animal, il faut le resituer dans ce contexte et on revient à l'idée, mais terrible, qui a freiné le courant gnostique, on va dire, du raisonnement que nous allons apporter là, c'est Darwin. L'animal est bien le vecteur déjà de cette pensée-là. Si le singe n'avait pas existé sur Terre, c'est-à-dire il n'y ait que des chiens, des chats, des baleines, etc., est-ce que tu crois que la théorie bizarre de Darwin aurait pu avoir un écho ? Non. Clairement, non. Personne ne se serait dit, mais est-ce que les espèces évoluent ? Est-ce que je peux descendre du chien ? Voilà. Non. Est-ce que je peux avoir, muté d'une grenouille ça aurait paru, mais plutôt plus que risible. Il se trouve que dans notre panthéon animal, il y a l'espèce primate, qui ressemble, il faut bien le dire, de loin quand même à l'homme. Hein. Faut quand même pas rêver. Il n'a pas un organe laryngé lui permettant d'avoir des prononciations cohérentes, donc d'avoir une langue et d'avoir un logos et une capacité intellectuelle à développer des concepts, etc. Même si c'est embryonnaire aussi dans cet animal. Ne croyez pas qu'on ne respecte pas les animaux, hein, parce que ça aussi on peut dire, oh mais vous aimez pas les animaux si vous dites non. C'est pas une question de considération, c'est une question d'être objectif sur les choses. On n'a jamais vu un bonobo construire le Concorde, par exemple. Vous serez donc bien d'accord qu'il existe des capacités différentes, que ce soit intellectuelles, mécaniques, etc., de par le propre de chaque espèce. Donc, on sera bien d'accord, sans offusquer les animaux dont nous faisons partie, pour dire que dans tout le règne animal, c'est quand même l'homme qui se dégage le plus de toutes les espèces. J'essaie d'égrener toutes les raisons qui ont pu tendre à vous faire croire que la théorie de l'évolution était juste. Et ça en fait partie, tout ce dont nous venons de parler. C'est une idée donc culturelle sur nos origines qui va nous handicaper fortement sur la compréhension du modèle soi-je que nous vous proposons. Et de la gnose en général d'ailleurs, qui dit bien que l'homme est créateur, mais non pas dans la sphère matrice moi-je, mais bel et bien de l'autre côté, dans l'absolu. C'est pour ça que dans le modèle, on distingue bien deux univers spatio-temporels distincts, mais qui fonctionnent en interaction. Avant de vous exposer plus clairement quel est notre point de vue sur cette genèse de la création de tout ce qui est corporel, donc de la place de l'animal, quelle est la place de l'homme au sein des animaux, etc., on voit donc la version officielle, et on essaie en même temps d'apporter des contradictions. La possibilité d'évolution dans une matrice pourrait être réelle aussi, parce que si soit je le décide, il peut faire aussi quelque chose d'évolutif. Mais malheureusement, c'est bête, ou pas malheureusement d'ailleurs, sur notre matrice, on n'a aucune preuve cohérente des chaînons manquants qui fait le raisonnement de l'évolution de Darwin. Voilà. C'était quand même assez facile après, il faut expliquer pourquoi ce principe s'est quand même imposé sans qu'on ait affaire à des demeurés. Je veux dire, nous, quand on est allé à l'école, on a appris ça et on le croyait ferme aussi. Tout à fait, Mais c'est vrai que c'est normal parce qu'il y a ce réflexe de penser que quand on voit par exemple des batraciens dans l'eau, ça commence dans l'eau, puis ça sort de l'eau, ça met des pattes, etc. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses et comme on le disait tout à l'heure, un singe, un primate ressemble à un être humain. Ne serait-ce que ces deux exemples vous font toucher du doigt que intellectuellement, on a cette pseudo-intuition, parce que justement elle est fausse, que oui, ça peut se passer comme ça, puisque on le voit même à l'échelle d'une vie d'un animal.
Ce qui est plus gênant quand même, c'est que cette thèse soit officiellement non contestable aujourd'hui. Il y a non pas un chaînon manquant, mais des chaînons manquants. Donc c'est toujours un peu suspect quand on ne peut pas apporter une contradiction à quelque chose où, à l'état de nos connaissances aujourd'hui, on nous dit qu'on découvre régulièrement de nouvelles choses, etc. Faut le rappeler. C'est la picouse de rappel un peu ça. Voilà, mais pour autant, on bâtit pas d'autres hypothèses et on peut pas contredire celle-là. C'est-à-dire qu'on devrait se conformer à cette théorie sans pouvoir... parce qu'une démarche scientifique, c'est ça, c'est-à-dire au fur et à mesure que des éléments se font et au fur et à mesure que les outils deviennent plus performants, à partir du moment où une hypothèse est bâtie et qu'on se rend compte officiellement qu'il y a des chaînons manquants inexplicables, ça veut dire que l'hypothèse, elle ne tient pas. Et même ça, on ne peut pas le dire. C'est contestable, les chaînons manquants qui nous sont proposés. Oui, c'est pas net. Mais tout à fait, mais ça peut pas être ouvertement dit que la théorie, en l'état, elle n'est pas démontrée. Ah ben là, tu passes pour un abruti moderne. Et pour autant, par ailleurs, on nous montre plein d'éléments qui font que cette théorie bat de plus en plus de l'aile. Ça questionne quand même de voir qu'elle est tout le temps enseignée et qu'on nous l'impose en tant que point de référence de l'évolution humaine, la création de ce qu'est notre humanité aujourd'hui. C'est ça la question, c'est pourquoi on nous réduit à ça, voilà. Pourquoi on réduit nos connaissances et notre façon de penser sur ce que l'on est, nous, d'où on vient, nous, à ça. Et à travers le diaporama que nous vous proposons, c'est l'occasion de bien préciser en image ce que tu viens d'exposer pour voir la genèse intellectuelle de ce que ça peut représenter dans la conscience de quelqu'un. On a tous, au départ, puisqu'on a tous appris ça, c'est la version officielle, encore pour l'instant évidemment, de dire que quand on va même aller à l'extrême de la chose, le matériel génétique, on part de zéro, mettons, c'est, le plan génétique va donner au final l'architecture d'un corps animé, donc d'un animal. Que cette espèce de chaos, cette amas de matière qui est faite pour se construire elle-même, c'est quand même assez extraordinaire, n'aurait pas été réalisée par une intelligence en premier lieu. Pour le croire, il faut s'accrocher quand même. C'est-à-dire que c'est soit une succession d'essais hasardeux qui à un moment fonctionnent et qui font que ça devient possible. Ou de dire que à un moment, toutes les combinaisons étant essayées, on retient celle qui fonctionne. Vous apercevrez très vite que c'est pas cohérent dans le sens où plusieurs espèces cohabitent et donc apparemment, si on en veut la version officielle, se créent et évoluent constamment. Mais le problème, on va prendre un oiseau. Au début, l'oiseau, donc il n'a pas des ailes, il ne sait pas voler. Donc vous imaginez le temps d'évolution entre lequel cette bestiole est très vulnérable au sol et le moment où il arrive à s'envoler. Mais c'est une proie hyper facile, donc l'espèce n'y survivrait pas. C'est un exemple incompréhensible, mais ça c'est juste un exemple. Des incohérences sur la théorie de l'évolution, c'est énorme. Avec cette théorie, toutes les espèces vivantes viendraient d'une bactérie. Là, ça c'est la théorie officielle, on va pas y rester dessus très longtemps. Vous faites ce que vous voulez, justement, tout le monde est libre de penser ou croire ce qu'il veut. Le mieux c'est quand même de s'y pencher en profondeur dessus, et autant factuellement on peut raisonnablement démonter cette théorie, autant celle que nous allons amener est quand même aussi très difficile à intégrer, parce que là non plus nous n'avons pas les preuves pour l'appuyer. Qui a aujourd'hui une démonstration, preuve à l'appui Nous on peut en être convaincus parce que on a vécu de la métaphysique pour nous faire comprendre qu'il existe quelque chose que dans la matière on ne sait pas maîtriser, que quelque chose s'est maîtrisé. Donc nous on a pu construire un modèle en fonction de ça. On peut en être convaincu parce qu'on sait qu'il se passe des choses incompréhensibles ici. Du coup on a rebâti tout notre système, on va dire au départ de croyance. Mais après c'est plus un système de croyance, c'est un système de compréhension. Voilà. Mais c'est quelque chose de vécu très personnel, donc on n'est pas là pour vous demander d'adhérer à ça. On le présente et vous en faites ce que vous voulez, vous y réfléchissez et vous pouvez évidemment le jeter à la poubelle si vous voulez. Quand même, au passage, une définition rapide de ce que serait l'animal dans la matrice officielle moi-je, c'est une des multiples versions possibles que l'architecture de la vie a pu prendre pour s'adapter à des milieux différents. Oui, voilà. C'est-à-dire l'eau, des poissons, donc le ciel, il y a des oiseaux, des mammifères, des reptiles, voilà, tout plein d'espèces très différentes qui cohabitent avec beaucoup d'ailleurs de difficultés, il faut bien le dire, hein, c'est un carnage. Là, ici, là, dans la matrice, c'est une horreur, c'est un film d'horreur.
Regardez bien d'ailleurs sur une photo à peu près toutes ces bestioles, la majorité vont bouffer les autres, c'est la loi de la survie, hein, en fait, en bouffant l'autre. Hein, et faut-il le rappeler, en haut de la pyramide de cette consommation, quand même, qui c'est qui bouffe tous les autres? C'est nous. C'est notre couple de moi-je qui, pour subsister, va se tailler un petit morceau de la vache, du cheval aussi d'ailleurs. Il y a du saucisson d'âne, il paraît aussi. Du poisson, de la poule. Voilà, du pain. Il y a du pâté de pain. Bientôt de l'insecte. Oui. Alors certains vous promettent de devenir insectivores. Voilà. Alors peut-être sont-ce des reptiliens. Je pense qu'il y en a qui ont déjà les usines à insectes. Ouais, donc du coup, ils passent dans des émissions pour nous dire à quel point ça va être bon de manger des insectes. C'est les mêmes qui te disaient il y a quelque temps, sans protéines tu vas crever. Hein. Voilà, exact. Voilà, donc posez-vous des questions. Sans protéines animales. Voilà. Ce qui est bizarre, c'est qu'on est plein, nous on peut en attester, à ne pas manger ni steak ni insectes, là, le pauvre petit grillon, là, la sauterelle. Et dans les léguminacées, dans les fruits, dans les légumes en général, on peut trouver tout ce qui va bien. Hein. Et au contraire, même tout ce qui va mieux que de manger des espèces vivantes animales. On le précise au passage, problème de la grande psychiatrie, donc du moi-je, c'est que là, pour l'instant, il est peinard au milieu de tous ces animaux. Il croit qu'il domine tout. Hein. Là, c'est le grand chef. Et dès que vous lui parlez donc d'extraterrestres, hein, dans l'ouverture de l'universalité des logiciels possibles qui peuvent arriver, donc pour ceux qui décideraient de continuer l'aventure moi-je, il y a cette fameuse peur d'être bouffé par le truc supérieur qui arriverait. Hein. Oui. Voilà, ça on en a déjà parlé dans notre vidéo, mais on le redit au passage. Ça fait partie des archétypes, des enlèvements d'ailleurs qui sont produits pour ça. Hein, des fois. Comme tu dis, c'est l'écueil aussi de cette théorie du darwinisme qui est basée sur la loi du plus fort. Donc on le retrouve aussi dans notre inconscient. S'il y a plus fort, enfin, si on identifie un plus fort que nous, c'est que forcément il va vouloir nous bouffer. Il peut pas être animé de bonnes intentions ou être végétarien, le gars. Drôle de philosophie, ouais. C'est forcément un carnivore, donc. Oui, il a besoin de toi. Ouais. Voilà. Alors que du point de vue peut-être de quelqu'un qui a un esprit végétarien, il va moins penser à ça. Donc s'il imagine que c'est un semblable à lui, il va pas projeter ce genre de frayeur, de phobie. Si l'individu qui se présente à moi vient de loin, je vois pas forcément un envahisseur, mais quelqu'un de supérieur à moi, puisque lui, il a réussi à s'extraire du berceau. C'est un autre point de vue. Donc, on a les extraterrestres qu'on mérite en général. D'habitude, c'est une expression qui concerne les amis. Non, on a les amis qu'on mérite. Voilà. Mais là, c'est pareil. On a les extraterrestres qu'on mérite. Et puis, des fois, on a même carrément le soi-je qu'on mérite. C'est encore mieux parce que là, au moins, vous verrez tout le panthéon des extraterrestres, mais dans un point de vue beaucoup plus absolu. Donc, l'idée culturelle sur l'origine, nous, on va développer celle du modèle soi-je, qui n'a, vous l'avez compris, rien à voir avec celle que nous avons dans notre culture à nous occidentale. Et nous reprenons le fameux schéma pour vous remettre à l'esprit comment ça fonctionne. On rentre pas dans les détails, évidemment, pour tous ceux qui connaissent. Champ des consciences matérialisé avec des anneaux informatifs et leurs boules à l'intérieur de lecture. C'est la version la plus basique de ce que peut être une conscience dans son milieu. On l'a déjà expliqué. Et comment ça fonctionne mécaniquement, etc. Pourquoi il y a des champs à l'intérieur d'autres champs. On l'a déjà expliqué, mais on vous le remet sur le plan. Avec les deux moi-je et moi-je en bas, et en haut, soi-ja et soi-jo qui leur correspond. C'est, vous l'avez compris sur le plan, la même intrication individuelle, hein, on le précise bien, mais qui fait partie donc d'une source commune qu'on appelle le soi, hein, c'est le grand anneau jaune, mais qui n'a pas grand intérêt. C'est vrai qu'on pourra en parler peut-être, mais dans quelques années, je sais pas, parce que ça sert à rien d'en parler, c'est très complexe, ça a une cohérence aussi magnifique et tout, c'est ce qu'on pourrait appeler la compréhension de ce qui est fractal. Au niveau du bas, là, il n'y a rien de fractal. Faut arrêter de s'auto-fasciner en sortant tous ces mots extraordinaires qui ne correspondent à aucun concept. Ou alors développer le concept, parce qu'il y a quelque chose à dire sur... Effectivement, on est dans un univers fractal qui comprend l'univers relatif et l'absolu, mais parce qu'il y a un fonctionnement à un moment bien précis pour quelque chose. Mais ça nous concerne pas, là. Nous, on n'en est pas là. On a besoin juste de comprendre qu'est-ce qui se passe chez moi-je, et pour certains, de vouloir changer de matrice moi-je pour une autre plus sympa, ou pour d'autres, carrément, de s'extraire de la condition relative pour rejoindre l'absolu. Donc le plan, on l'avait décliné avec une autre version pour qu'il soit plus clair, avec du spatial, hein, c'est-à-dire là c'est l'univers de conscience qu'on comprend également identique au modèle galactique, hein, c'est pour vous remettre un petit peu tout ça à l'esprit. Et ce qui va être important, c'est d'avoir le point de vue, donc non plus de moi-je, en bas là, on s'extrait d'ici, on fait l'effort,
et on prend tout de la synthèse de la compréhension qu'on vous a déjà donnée sur qu'est-ce que c'est l'univers omniscient, omnipotent de soi-je, donc de l'absolu, avec des êtres qui se sont créés eux-mêmes, qui ont créé leur environnement, que dans le parfait. Alors, eux ne peuvent pas connaître l'imparfait puisqu'ils sont omniscients. Quand on fait ce qu'on veut et qu'on crée la matière qu'on veut, vous imaginez bien que l'or n'a pas de valeur supérieure à un carton ou à un morceau de bois. Vous voyez que tout est très différent. Dans cet univers-là, il faut comprendre que le fonctionnement n'a plus rien à voir. Imaginez bien, là on ne va pas rentrer dans ce qui sera la prochaine émission, le prochain épisode, au passage je le dis, l'épisode 11, ce sera la genèse causale depuis le primordial. Et là on va se faire tout le déroulé de ce qu'a été la création depuis le début jusqu'à ce qu'on est nous ici, donc l'effet de la cause de cette création par les soi-je. Mais là on va prendre un petit moment précis de se dérouler de cette genèse. Quand les soi-je se sont créés, ils ont trouvé assez intéressant, parce qu'on se sent seul quand on se retrouve dans cette position du créateur qui s'est créé, donc qui a précisé ce qu'il est au mieux, mais il a envie d'interagir. Bon, c'est pour ça qu'il y a eu, on l'a déjà expliqué, la division des deux pôles masculin et féminin. Ça c'était dans l'émission dernière avec les jumeaux absolus. On a expliqué pourquoi il y a le couple masculin-féminin et pourquoi c'est un élément de résolution extrêmement important à la fin des temps pour le jeu ici. C'est que la solitude est un point énorme. Donc, dans votre propre univers de création primordiale du départ, vous avez eu cette intuition que vous pouviez fragmenter, segmenter des formes archétypales par fonction. Et c'est là que l'animal naît, l'idée de l'animal naît. C'est-à-dire qu'on a nos deux soi-je là qui sont des formes humanoïdes parfaites. Bon là c'est bidonné, c'est pas joli ce truc là, mais on peut pas les faire voir les vrais. Mais dans ce moment de la création, où même le couple se sent moins seul, ils sont deux par rapport à l'androgyne du départ, c'est déjà mieux, mais on a toujours besoin d'élargir son champ de relations, d'interaction. Donc, à un moment, elle se pose la question, mais est-ce que je vais créer autre chose de vivant, autre chose d'animé, pour interagir, puisque c'est l'intérêt. Et en fait, c'est là qu'on ne va pas parler du deuxième côté, mais on va se concentrer sur le côté animal, mais il existe aussi ce besoin d'avoir créé d'autres copains, on va dire, là, pour pouvoir interagir. Mais ça se fera pas, et vous l'avez compris, on se place dans l'intelligence du soi-je, pas du moi-je, hein. Le moi-je, qu'est-ce qu'il va dire en bas? Il aura le réflexe de dire, ben, je vais faire du Frankenstein, je vais créer des parcelles de moi-même, ou des robots, qui vont interagir pour me faire la soupe, mettons, etc. Mais là-bas, on pense pas à ça. On fait ce qu'on veut, quand on veut, donc il n'y a pas d'effort, etc. Donc vous n'avez pas envie ni de vous créer des esclaves, ni des potes pour jouer aux échecs, etc. Vous voulez de l'authenticité. Et sur la question d'avoir à trouver vos prochains, les mêmes que vous, ceux qui ont le même processus, vous comprenez bien que l'action ne sera pas la même. Vous n'allez pas les créer, vous allez les chercher et vous allez les trouver rapidement. On expliquera tout ça dans le prochain épisode. Par contre, ce que vous pouvez vous permettre de créer, c'est l'animal, puisqu'il va avoir une conscience diminuée et restreinte à sa fonctionnalité. Et là, on reste dans quelque chose de logique et d'éthique. C'est-à-dire que pour tirer le trait jusqu'au plus pertinent de sa fonction, lorsque vous allez imaginer créer un oiseau, pour vous, ça va être la quintessence de ce qui représente une conscience qui ne pense qu'à une chose, se concentrer à voler, à vivre dans le ciel. À l'opposé, par exemple, si vous voulez créer un poisson, vous allez faire apparaître toutes les caractéristiques. Vous allez vous servir de toutes les possibilités mécaniques qui font que cet animal évolue dans l'eau. Ce qui fait bien qu'un poisson se retrouve bien dans l'eau et un oiseau ne se retrouve pas au fond de l'eau. L'inverse n'est pas cohérent. Voilà. Ça, c'est comprendre pourquoi un animal est créé. Pour faire court, vous n'allez pas lui infliger, si vous avez une intelligence à l'échelle du créateur humain, vous n'allez pas vous réduire dans un corps qui, lui, n'a qu'une fonction par rapport à la totalité des fonctions. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. On peut le transposer ici dans le monde du moi-je, où certains disent mais bon, l'animal c'est l'homme en création et il passe par différents stades, etc. Ça ressemble à du darwinisme en fait. Je pense que c'est porté par ça. C'est du darwinisme spirituel. C'est porté par ça parce que c'est un peu ce qu'on nous a ancré. Il y aurait aussi la difficulté à conceptualiser ce que pourrait faire un homme dans l'éternité. Donc il y a une certaine facilité à se dire
On a dû commencer fourmi pour finir homme en passant par toutes les étapes animales, et je pense que ça comble un peu des choses qu'on ne peut pas conceptualiser avec le cerveau que l'on a, le mental qu'on a en tant que moi-je. Le poids du formatage est énorme, et puis comme tu dis, on la voit la grenouille, enfin le tétard, mettre des pattes et puis sortir de l'eau. C'est des pièges à Spuns que le soie-jeu a fait ici, pour qu'on rigole. De là après à dire que l'animal qui est proche de l'homme dans son incarnation d'après, elle devient un homme. Mais dans le concept soie-jeu, on comprend bien que nous on est à l'opposé de ça. C'est-à-dire dans la conscience, il faut arriver à justement concevoir que tout ça, c'est pas un jeu de hasard où vous avez plein de briques avec des lettres dessus, vous faites exploser un tas de lettres et d'un coup ça va vous former un roman. C'est pas possible. Déjà une phrase ce serait miraculeux, un mot ce serait extraordinaire, mais alors un roman, laissez tomber, c'est du domaine de l'impossible. Et le travail de la génétique qui muterait à chaque fois sur quelque chose d'intelligent, mais vous comprenez bien qu'à la base il faut qu'il y ait quelque chose d'intelligent. Il faut remettre vraiment tout à l'envers. Donc dans le principe de compréhension avec ce modèle soie-jeu qu'on retrouve dans plein de religions, on va pas toutes les citer, mais beaucoup de religions ont ce concept-là en l'expliquant aussi mécaniquement sans être forcément de la simplicité du créationnisme, mais bon on n'est pas là pour ça. Donc ce modèle, j'espère que vous arrivez à vous extraire de la pensée moi-je et soyez dans l'omniscience, l'omnipotence de la création qui crée dès le début, c'est l'intelligence absolue qui crée tout ce qui va être dessous. Donc c'est l'inverse de ce qu'on pense ici. Ici on se dit que c'est le chaos d'un bouillon anarchique, chaotique et hasardeux qui arrive à l'excellence. Nous non, c'est l'inverse. C'est l'excellence qui crée des formes différentes et même des fois jusqu'à des formes carrément très basse dans l'action et même dans la forme. Dans les animaux, on l'imagine bien, la conscience d'une sauterelle ou d'une limace n'a rien à voir avec la conscience par exemple d'un chien, c'est évident. Donc à travers la compréhension qu'on veut apporter des différences, c'est aussi que la place de l'animal dans le monde absolu n'est pas du tout la même que ce qu'on imagine ici. Il n'y a pas de prédateur, il n'y a personne qui mange l'autre, que ce soit d'ailleurs les créateurs eux-mêmes, la Soja et Soijo. Et on a mis des œufs, ça ne veut pas dire que c'est des reptiliens. Ne regardez pas une conspiration reptilienne. C'est pour formaliser le fait de dire on fait un peu de langage des oiseaux au passage, d'alchimie, où vous pouvez comprendre de l'hermétisme. Tout ce qui est neuf, c'est nouveau. Donc c'est pour ça que ça s'appelle un œuf. Un œuf, c'est neuf. On a mis des œufs là, tout autour de nos soie-jeux, pour bien dire que la création, quand on a fait du neuf sur des animaux créés dans le domaine absolu, ça a le même rôle et la même fonction qu'en bas, mais comme là-haut c'est très apaisé, vous imaginez bien qu'il n'y a aucune bestiole dont la forme fait peur, qui peut manger, qui peut égratigner, lacérer, etc. C'est pour ça qu'on a mis des œufs, parce qu'on ne peut pas vous mettre les bestioles d'en bas. Les bestioles d'en bas n'existent pas sous la même forme en haut. Elles ont le corps, on l'a déjà dit, la fonction détermine la forme et la forme détermine la fonction. Donc vous imaginez bien que les animaux ne sont pas pourvus de crocs. Exactement, pour donner des exemples. Mais bon, ça, puisqu'on s'est toujours dit qu'on ne veut pas rentrer dans les détails du monde absolu, c'est à chacun de le faire. C'est normal que ce soit vous de faire votre propre boulot de votre conscience, de votre source à vous. Par contre, on est là pour mettre en évidence ce qu'on connaît tous ici en bas, c'est-à-dire donc dans le monde de moi-je, qu'est-ce qu'on a comme reflet de nos archétypes à nous. C'est-à-dire nous qui sommes en bas violents, et pourtant regarde sur notre forme corporelle, ça se voit qu'on est pacifique. Nous on est fait pour embrasser, on a des grosses lèvres, on a des mains pour caresser, pour fabriquer, on n'a pas des cornes pointues pour éventrer, on n'a pas comme les chats des griffes pour lacérer. Donc ça prouve bien que l'homme lui-même, dans sa forme, avec sa fonction, il n'est pas du tout déterminé pour faire la guerre ni exploser l'autre. On est bien d'accord. C'est un animal sensuel plutôt fait pour avoir des rapports harmonieux, gracieux et amoureux. Donc il s'est passé un truc. Il y a eu une dénaturation. Par contre, autour de lui, on a bien mis plein d'animaux qui, eux, font tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire des cornes qui rentrent, des dents qui déchirent. Donc tout ça, c'est fait pour s'écharper, se bouffer. On est bien d'accord. Et là où on dit qu'il y a une pertinence par rapport au rôle de l'animal dans le monde absolu, on le disait, c'est de retrouver le plaisir. D'ailleurs, j'avais pas terminé tout à l'heure. Si vous avez un chien, vous percevez bien cet amour que vous avez pour cet animal. Bon, certains l'ont pas, là c'est peut-être plus problématique. Mais ceux qui l'ont, c'est pas un amour sexuel, vous n'avez pas envie, tout existe ici. Mais bon, on va rester dans quelque chose qui n'est pas déviant.
les bons accords, quoi. Le chien, vous avez une puissance de désir de lui faire plaisir, comme vous l'attrapez là, il est tout mignon, il est tout doux avec ses poils, il a son regard fantastique d'amour, vous avez envie de lui faire plaisir, mais pourtant vous le désirez pas comme votre moitié, c'est pas sexuel. Donc vous voyez bien qu'il y a bien un amour inconditionnel dû à la vie en général. Bon, après, c'est là qu'on pourrait discuter de géométrie variable. Il y en a qui vont arriver à aimer que les boules de poils. Mais un batracien, par exemple, ça leur fera rien de l'écraser, quoi. C'est laid, ça. Mais non, un batracien, c'est aussi très beau. On peut l'aimer très fortement. Bon, évidemment, il y a moins d'interaction. Hein, oui, après, c'est une question d'interaction. Mais par rapport aux animaux en général, le hiatus, c'est quand on dit qu'on aime les animaux, mais qu'on en mange. C'est un gros paradoxe. Ça, c'est un gros hiatus quand même. Oui. Donc après, oui, c'est une prise de conscience aussi de savoir globalement ce que représente pour soi l'animal ici, de les observer aussi. Parce que tu disais, bon, il y a ceux qui mangent tout ça. Alors après... On peut se dire, par exemple, les lapins, c'est sympa. Mais si on met 2 mâles lapins ensemble, c'est juste la baston. C'est-à-dire de bien comprendre que on est dans un monde de duel et que ce monde de duel, il est à tous les niveaux. Tout animal, tout être vivant sur notre globe va s'exposer à cette dualité en permanence. La fonction de survie dont on parle dans toutes les vidéos qui caractérise le monde de moi-je. C'est la règle du jeu ici, c'est la dualité, c'est se confronter à la dualité et s'en extraire. Et s'en extraire, c'est indispensable puisque de là où on vient, où on doit retourner, cette dualité-là n'existe pas. Donc à ce titre-là, effectivement, l'animal dans le monde absolu est différent de celui qu'on pourra trouver ici. Voilà, faites un petit effort quand vous voulez méditer ce sujet-là, c'est assez intéressant de le faire, d'avoir à se transposer dans cet univers absolu, soit jeu, et de penser à ce qu'on a déjà dit dans un épisode précédent sur l'organisation de la matière qui est stable, donc rien ne meurt, etc. Donc au passage certains pourraient dire mais alors l'ours, je ne sais rien, ce qu'on peut appeler comme une bestiole de là-bas, le nours, hein, c'est pas le même si c'est pas un ours, hein, donc le nours qui est là-bas de l'autre côté, mais il s'emmerde pas ad vitam aeternam comme les soigeux. Qu'est-ce qui se passe pour lui là, parce qu'il est limité dans des fonctions où il va pas connaître aussi les états omniscients de soigeux. Méditez-le, comprenez bien pourquoi une conscience qui est limitée à un périmètre étant dans ses propres limites n'a pas l'envie d'être autre chose. C'est comme vous, par exemple, si vous aimez tous les matins boire un petit café et regarder le soleil se lever, tous les matins seront fantastiques pour vous. Si le nours... on ne peut pas avoir envie de ce qu'on ne connaît pas. Voilà. Il n'a pas la perception de ce qu'il ne connaît pas. La limite de sa conscience fait qu'il ne peut pas percevoir autre chose que sa propre réalité. Et en plus, vu que l'environnement où il vit est idéal, il n'a que du plaisir toute la journée. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais allez introspecter tout ça. On l'a déjà dit, grâce à l'organisation de la matière qui est stable, il n'y a pas d'entropie. Donc il n'y a aucun problème d'ordre de survie de l'autre côté, même pour l'animal. Après on pourrait aller plus loin, mais je le dis au passage. Certains pourraient dire ouais mais alors il peut tomber, mourir, il y a des falaises, il se rate, etc. Alors ça fait intervenir, je dis au passage, un autre truc très différent qu'on n'imagine pas du tout ici, la maîtrise de la gravité. C'est un truc hyper simple que même l'animal possède. Personne ne peut mourir de tomber quelque part, par exemple. Aussi, c'est un truc qu'on ne peut pas imaginer ici. On est dans l'excellence de quelque chose de très différent de l'autre côté. Donc essayez d'aller introspecter tout ça. Ça a une cohérence très logique. Et c'est quand même assez utile, une fois que vous avez fait ces méditations tout le temps sur ce qui se passe de l'autre côté, pour comprendre les effets de ce qu'on est venu faire ici. Comprendre ce panthéon de toutes ces bestioles qui sont là en opposition et en mode survie. Donc à la compréhension maintenant de ce modèle, sachant quelle est son origine du côté du soi-je, de l'absolu, vous comprenez bien qu'on a adapté la même chose dans le monde relatif du moi-je, avec des caractéristiques qui collent à cette expérience, donc qui est dans la dualité et dans la survie, avec des espèces qui segmentent tous nos travers, toutes nos spécificités, mais qui sont exprimées à chaque fois dans un faisceau restreint de comportements. Alors on peut le balayer un petit peu, on va pas rentrer dans les détails, mais je vous assure que c'est assez intéressant de le faire, ne serait-ce que pour savoir telle ou telle personne, est-ce qu'elle a un comportement plus d'insectes, de fourmis ou même d'autres insectes, etc. Donc on peut aller très loin dans ce bestiaire. Et je pense que si vous vous intéressez de près à l'Égypte, vous aurez compris la pertinence de ces parallèles avec les animaux. Il faut le dire au passage. Oui. Hein.
On va pas balayer toutes les espèces, donc ça durerait trop longtemps, mais là, pour donner quelques exemples, on a quand même la partie insectes, comme par exemple les criquets, puisqu'on parlait d'Égypte tout à l'heure, hein, ça fait partie des plaies, par exemple, aussi, puisqu'on retrouve ça dans la Bible, etc. Donc les animaux ont une intervention aussi au niveau de la théologie, en ce qui concerne les châtiments terrestres, hein. Ça rentre aussi en jeu. On pourrait parler aussi de tout ce qui est dragon, etc., et de toute cette compréhension qui se greffe autour chaque fois d'un archétype animal, hein, ni plus ni moins. C'est la chose animée qui va s'exprimer dans la matière. Une fois de plus, c'est un véhicule qui transmet aussi, qui permet de comprendre une action. C'est important de voir que le panthéon des animaux, c'est aussi un panthéon de compréhension d'action. On va se retrouver avec tout ce qui vit dans l'eau, et là c'est une période plutôt propice d'en parler, puisque nous sortons tout juste de l'ère du poisson. Fameux problème, hein, pour l'homme, puisqu'il se retrouve donc à l'image du poisson dans un milieu où on n'entend presque rien, où tout est assez dense, flou. Donc pas de reliance avec ce qui se passe au-dessus, on comprend pas bien ce qu'il y a au-dessus. Tout est très abstrait, on va dire. Ouais. Et il n'y a qu'à chaque fois que vous faites un bond hors de l'eau, hein, le poisson il voit le monde extérieur, mais juste 2 secondes ou 3 secondes. Donc le jeu de l'éveil, c'est aussi ça, hein. Votre spiritualité, elle va peut-être un peu s'accroître quand on sort du bocal, le poisson, il va mieux comprendre où il vit. Jusque-là, il pouvait pas trop. Il va y voir un peu plus clair. Effectivement. Oui, c'est déformant l'eau, hein. Alors tout ça, c'est des signes aussi, d'ailleurs, faut bien le dire. Alors des signes blancs, des signes noirs, là aussi les polarités sont bien exprimées dans les animaux, hein. On comprend toutes ces choses. Et l'hermétisme l'a beaucoup utilisé dans ses représentations, tout comme l'Égypte, hein, on l'a dit, puisque l'Égypte est hermétique aussi, c'est un petit peu normal. On s'est retrouvé avec des lapins blancs qui partent dans des terriers. On sait que si on vous compare un lapin, vous aurez compris qu'est-ce que c'est. C'est la forme animée, donc l'animal, qui va faire l'œuvre au noir, c'est-à-dire il va creuser au fond de la terre, il va visiter le tréfonds de ce qui est caché, ce qui est dessous des archétypes de compréhension, avec le petit lapin qu'on retrouve dans Alice, hein, c'est ça, un lapin blanc. Hein. Oui, alors je me disais que effectivement, jusqu'à quelques années, le lapin blanc c'était le lapin Alice, mais il faut faire attention parce que maintenant il y a les lapins crétins, alors... Ah oui, quand même, le fameux lapin qui lui a une obsession temporelle, lui au moins il sait que le temps existe, c'est déjà ça. Oui. Ben, c'est-à-dire que c'est le monde des champignons aussi, donc faut pas l'oublier, donc ça amène pas que du bon. Tout ça, ça se complète à merveille, mais c'est très intéressant pour les compréhensions. Et dans la compréhension, on a quelque chose de fabuleux, c'est la Kabbale. Le fameux cheval, on aurait pu presque mettre une licorne. Oui. Il paraît que ça n'existe plus. On perce plus les secrets maintenant ici. Hein. Il se passe pas grand-chose. On a la licorne là qui a perdu sa corne. Il y a quand même des animaux aussi très importants pour nous orienter. Le ciel représente la terre aussi quelque part, en haut comme en bas. En général, en point central, là, comme sur la photo, on a au nord la grande ours. On l'a reconnue, c'est elle. Hein. Elle est assise, tranquille. Le signe aussi, il y a la constellation du cygne aussi. Voilà. Tout ça pour rappeler que si à un moment en Égypte on a pu mettre un animal chimère, l'arrière d'un lion et la tête d'un humain, c'est pour signifier une période avec un axe. On voit bien qu'il y a des signes d'orientation qui sont positionnés sur l'équateur, avec un équateur terrestre, il y a un équateur céleste aussi, pour comprendre la différence des deux. Et dans cette période bien précise, où nous avons, nous, comme axe, comme atlas, celui qui maintient cet axe qui pourtant n'est jamais à la même place, il n'est pas toujours au même endroit. Il n'est pas toujours au même endroit. Et là, on sait que quand on arrive là, en ce moment, avec l'ours, là, et on y est là, c'est qu'il peut se passer des choses. Si dans les légendes, on a laissé un peu partout toutes ces choses à comprendre, alors certains, ça leur fait pas écho, mais laissez tomber. Pour d'autres, ils se disent, mais quand même, c'est intéressant. Pourquoi il y a tant de siècles, ou tant même de millénaires, on a pu mettre des représentations de choses qui sont encore valables, et qui sont en correspondance même avec aujourd'hui, alors que ça a été fait dans des moments où il n'y avait pas ça. C'était bien que certains avaient prévu de nous en parler, en gros, quoi. Si c'est pas nous-mêmes, quelque part. Si c'est pas nous-mêmes, bon, vous comprendrez qu'évidemment, c'est plus pertinent de penser ça. Dans les animaux créés, dans la genèse médite de la Bible, il crée les animaux pour les asservir. Donc tu t'en serviras, quoi. Bon, on peut imaginer que ça a d'autres fonctions aussi, parce que chacun se positionne. C'est pas parce qu'à un moment une autorité vient dire qu'il faut faire quelque chose. Des sacrifices, beaucoup, hein, dans les religions. On sacrifie beaucoup de bestioles. Mais à un moment, c'est peut-être un test aussi pour savoir si vous allez le faire ou pas. Hein. Je sais pas, mais est-ce que quelque chose de barbare est bien entendu ou pas? Je pense que n'importe qui peut se poser la question de savoir, quand on recherche le divin, est-ce que
ce qu'on me dit de faire est divin ou pas. Est-ce que c'est de l'ordre du divin que de faire ça? Parce que quand on est engagé dans une démarche religieuse, c'est qu'on est à la recherche d'un Dieu, donc ça veut dire qu'on se l'imagine. Et tel qu'on se l'est imaginé, est-ce que c'est cohérent de permettre ça? Au final, c'est un bon point de repère. Et ça porte quand même, dans l'étymologie, le nom du sacré en plus. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire que là, on va mettre un coup de ciseau, on fait un sacrifice. Hein. Bon. Chacun pensera ce qu'il en voudra, mais il fallait quand même le poser sur cette photo qui récapitule un petit peu, vite fait, quelques espèces intéressantes. Cette vache qui, on ne peut plus brave, tu imagines bien avec le poids qu'elle fait, je veux dire, si elle voulait, tu l'approches pas, elle te démonte, il faudrait la tuer de loin. C'est difficile à exploser une bestiole pareille, quand même. C'est costaud. Ben non, c'est très gentil, c'est affable, c'est très doux, et voilà, puis il y en a qui les mangent. Et il y a cette poule qui nous accompagne, très importante, hein. On va parler du coq notamment, hein. Coq qui en France a une importance primordiale. Vous savez qu'on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, tout ce qui est occulte, tout ce qui a la partie solaire et la partie lunaire, donc la partie du croissant et la partie du cercle plein, le C, le O, le C, là on se retrouve dans quelque chose qui relève du mystère, hein. Le coq c'est quand même COQ. COQ, ça a une autre importance. Mais c'est pas la même, hein. Là, par contre c'est dans la tête. Le mieux c'est de réfléchir. Qu'est-ce que le coq peut représenter dans sa forme archétypale? Et c'est pour ça que la France porte cet emblème on ne peut plus révélateur de ce qu'est le moi-je dans cette matrice. Le moi-je est un coq, il faut bien le dire. On rentre dans les détails, allez on prend une minute pour parler de ça parce que c'est quand même assez pertinent, c'est notre pays donc autant en parler. Le coq, c'est la magnificence de cet animal grande gueule, hein, qui s'exprime, hein, donc ça veut dire qu'il a de la voix, donc s'il a de la voix c'est qu'il a quelque chose à dire, et en général on sait pourquoi il a quelque chose à dire, c'est quand même lui qui prévient de nouveaux jours qui s'éveillent. Tous les jours, ouais. Donc il est fidèle, il est constant, c'est le tempo, un peu c'est lui qui donne le temps, c'est un peu le Saturne, hein, de ce qui tourne, hein, voilà. Et c'est lui, de par, malheureusement, sa vanité, oublie qu'il est assez important dans le rôle de tous les archétypes qui l'entourent. C'est-à-dire il est là pour donner le tempo, et il est là aussi pour rappeler que c'est un oiseau parce qu'il a des ailes et des plumes. Mais cet idiot, t'as vu, il s'envole jamais. Il reste cloué, hein. Bon après, est-ce que c'est parce qu'il y a plein de poulettes autour de lui et qu'il n'en a pas choisi qu'une et que son choix est tellement difficile, donc il reste cloué au sol? Peut-être que s'il a choisi qu'une, il va pouvoir monter, hein. Il va s'alléger. Que là, il est lourd de sa vanité. Donc, à méditer, l'exemple du coq, c'est vraiment la forme archétypale de comprendre qu'est-ce que c'est le devenir du moi-je. À un moment, on sait qu'on est ce truc-là un peu balourd, un peu con, hein, qui reste ancré au sol parce qu'il est un peu fier et puis il a pas tout compris. Il a tous les mauvais penchants de l'ego et pas les bons. Il faut toujours cultiver les bons et essayer bien sûr d'estomper les mauvais. Donc ce coq, le but, c'est quand même qu'il s'envole, non? Voilà. Donc, alors on essaie de travailler à ça pour la fin des temps. Tout le monde essaie de s'améliorer. On essaie tous de faire ça. Donc chacun le fait à son rythme et c'est très bien comme ça. Mais n'oubliez pas que ce coq, c'est pas qu'un emblème qui peut tomber d'une cathédrale en feu. Le fait il peut s'envoler aussi. Le fait qu'il chante la lumière tous les matins montre qu'il est relié. Et qu'il veille aussi d'ailleurs, parce que c'est lui qui réveille les autres. Tout à fait. Et les autres dorment. Lui, il est là pour réveiller les autres. Donc normalement, il a une mission primordiale. Hein. Bon, enfin, chacun en tirera ses conclusions. Tout ça, c'est occulté dans plein de textes, dans plein d'écrits pour ceux que ça intéresse. Donc n'hésitez pas à vous pencher là-dessus. C'est quelque chose, une fois de plus, très utile pour évoluer dans la compréhension de tout ça. On a eu aussi évidemment le chien. C'est pas le cerbère celui-là qui garde, mais c'est le canis lupus. Là, on le retrouve dans le ciel d'ailleurs aussi, très intéressant. Donc c'est le compagnon. On a fait le compagnon, le fidèle, celui qui on caractérise justement la fidélité. Hein, c'est celui qui ne vous trahira jamais. Là aussi, essayer de faire la synthèse sur chacun pour soi. Est-ce que on représente tous les bons archétypes et est-ce qu'on élimine tous les mauvais de toutes les espèces dont on fait le tour là? On a aussi, évidemment, ça rejoint un peu l'idée du coq dont nous parlions tout à l'heure. L'idée, c'est un moment de s'alléger, de prendre de la hauteur pour s'envoler. C'est l'oiseau, avec la fameuse langue des oiseaux, on le dit au passage, où on retrouve toutes ces voyelles qui sont à l'intérieur, mais que vous n'entendez pas. Donc là aussi, on est dans l'occulte, c'est quelque chose de caché, mais qui y est, quelque chose toujours à comprendre dans la forme et dans la fonction. On a, ça aussi, c'est un truc bizarre. Non, allez, franchement. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est comme les zèbres, c'est un truc qui interpelle.
Donc par le comportement de l'animal, soyez interpellés. Mais qu'est-ce qui fait le zèbre ou ce paon? C'est qui a créé ça? Vous qui êtes darwiniste, vous posez pas la question, mais qui c'est qui a déliré dans le hasard à faire un animal pareil avec des plumes aussi longues? Il fait la roue, lui, carrément. Lui, il sait faire un arc-en-ciel avec des plumes très colorées, brillantes, qui s'irisent de couleurs fantastiques. Et un œil. Il y a un œil où... C'est bizarre, ça. Alors pourquoi on retrouve ça dans certaines cathédrales, on retrouve ça au Vatican, c'est comme la pomme de pin, quand vous savez que vous avez une glande pinale grâce à ça, mais là vous savez aussi que le paon représente quelque chose qui doit vous interpeller. C'est-à-dire dans la création, est-ce que vous pensez que ça a vraiment sa place? Est-ce que c'est utile? À part se faire dévorer par des renards. Franchement, c'est un gros délire là. En général, on prévoit chaque espèce qui peut se sauver ou qui elle-même est agressive. Lui, il a pas de quoi se défendre avec ses petites griffes, il a pas des dents, des crocs serrés. Par contre, alors, il a un handicap énorme, il a une grande queue. Très malé. Très malé, voilà. En plus, il crie. Tu sais qu'il est là de loin, hein. Léon, Léon. Il revient, je l'ai même à la maison. Il est là, à la merci du prédateur qui va venir le bouffer. Mais non, la création a trouvé une place pour cet animal quand même. Bon, il y a sûrement une raison, chacun doit introspecter. Dans le même style d'animaux improbables, on a cet étrange animal, qu'on retrouve d'ailleurs sur le logo, il faut le dire au passage, d'Air France. Oui. Allez investiguer là-dessus, c'est un sujet assez passionnant, de savoir pourquoi à un moment... Il y a quelqu'un qui a dit, mais quel est l'intérêt de mettre un hippocampe. voulu mettre un truc qui est dans la mer, qui n'est pas super fluide dans sa démarche en avion. Mais en plus, pour pas choquer, quand même, on l'avait stylisé de façon à ce qu'on se dise, mais t'es sûr que c'est un hippocampe, que c'est pas sûr. Donc là aussi, bestiole étrange. Franchement, c'est comme le paon, ou si on parle que de la robe, le zèbre, c'est quand même un animal qui réunit une tête de cheval, un des seuls poissons que je connais, peut-être il y en a d'autres, mais moi c'est le seul que je connaisse qui nage pas horizontal mais vertical. Ouais. Donc ça veut dire qu'il s'inscrit, calculez bien ça, il s'inscrit dans la verticalité. Ça veut dire qu'il est droit. Il est spirituel, il est vers le haut, lui. Et il a une tête de cheval, donc ça nous rappelle la Kabbale. Il a des nageoires dans le dos qui rappellent des ailes, c'est ça qui le stabilise d'ailleurs. Et il finit en spirale de phi, on dirait une ammonite. Franchement, mais vous pensez vraiment que le hasard a pu créer ça? Et en plus, ce qui gâche rien au paysage, tout comme des bizarreries comme l'ornithorynque qui a ses particularités, etc. Lui aussi, il est très particulier. Oui. C'est le papa qui va prendre après les bébés. Bon, si vous voulez introspecter là-dedans, calculez bien, il peut pas y avoir de hasard dans la statistique. On est dans un truc qui doit vous parler. Mais si ça vous parle pas, laissez tomber. Il n'y a pas de souci. Chacun a cette prédisposition à appréhender ce genre de sujet. Mais regardez bien, cet animal, il est quand même bizarre. En plus, il est particulier, on l'a ramené de Collioure. Et comme on aime les animaux, vous imaginez bien, il n'était pas vivant. Hein. On l'a saisi en photo, c'est pas un vrai, c'est une moulure. Voilà, on finira, comme promis, sur le zèbre, on en a déjà parlé. Lui aussi doit vous poser des questions. Parce que si vous avez dans votre conscience ce darwinisme des espèces qui évoluent, pourquoi on connaît plein d'individus de cette espèce avec des robes soit unies, soit bicolores ou tricolores, mais comme les vaches, hein, avec des taches diffuses. Et là, on se retrouve avec un dessin très précis qui est censé nous faire comprendre, s'il y avait un message à sortir, des zèbres, que le zèbre, il a la connaissance des choses de l'alpha à l'oméga. Il représente bien qu'il va du tout noir au tout blanc. Donc sa qualité, on le voit, c'est qu'il connaît tout du très sombre au très lumineux, du noir au blanc. Mais par contre, on peut le dire, et c'est son défaut, il n'est pas nuancé. Il ne connaît pas la nuance. On est là pour développer des compréhensions en s'amusant avec les espèces animales. Mais vous, allez introspecter, vous verrez qu'il y a bien une cohérence à dire que nous vivons dans une matrice où tous les animaux ont vraiment des archétypes à comprendre. Mais c'est surtout que par l'observation, il nous renvoie à des parties de nous de compréhension. C'est ta définition de départ. Exactement. On reprécise bien, pour nous, un animal n'est pas une personne humanoïde en évolution, mais bel et bien un miroir parcellaire, fragmenté de notre propre conscience à nous. Et si, dans le domaine de l'absolu, les animaux sont là pour être cajolés, pour échanger que de l'amour, etc., vous imaginez bien qu'ici, l'animal, comme vous le traitez, vous avez le reflet inverse du miroir. Si vous faites une hécatombe chez les vaches, je ne sais pas les chiffres, j'ai pas les stats en tête là, mais le nombre de poulets qui sont tués à la minute dans le monde, le nombre de vaches, etc.,
vous comprenez que l'effet miroir que vous faites sur des fragments de vous-même, parce que justement c'est des morceaux de conscience intriqués de vous-même que vous mettez dans les espèces, dans les matrices. Si un mot, dans le monde absolu, il se passe que de l'échange amoureux, comme dans le film de Luc Besson, tu te souviens, Valérien, où on retrouve ce petit animal qui, quand on le cajole, c'est restituer des perles. C'est-à-dire c'est parce que à un moment on lui donne des sentiments et on lui donne de l'émotion et de l'amour que lui va créer de la matière. Donc ça c'est fait pour faire comprendre qu'est-ce que c'est l'échange qui peut s'instaurer dans un monde absolu mais aussi dans un monde relatif. C'est-à-dire que ici, si vous foutez des coups de bâton sur des bestioles, normalement, vous n'allez pas recueillir quelque chose de positif en échange. C'est pas possible. Par contre, si vous avez une harmonie, si vous entretenez un équilibre digne de ce nom, dans la grâce et l'amour, le résultat sera pas le même. Donc ce monde anthropique là qui part, on peut le dire, à volo, vous imaginez bien pourquoi il part de travers. Le comportement qu'on a depuis longtemps, il n'est pas exemplaire. Et puis là, il faut quand même bien imaginer que l'entropie, elle grandit, parce que si on regarde les stats sur le nombre d'animaux qui sont victimes de tueries depuis les dernières années, c'est passé au stade plus qu'industriel. Hein. Ah oui, c'est très très industriel. C'est pas que le mal que l'on fait directement. Il s'agit pas de dire, moi j'ai jamais mis un coup de pied à mon chien. Il s'agit d'introspecter quel est le mode de vie qu'on choisit tous les jours et les conséquences que ça a. Parce qu'on est responsable de ces conséquences-là, que ce soit avec les animaux, avec les autres êtres humains, avec la planète, avec tout ce que vous voulez. Par exemple, le fait qu'on consomme des œufs dans des modes industrialisés, parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix, puisque c'est le plus facile qu'on nous propose. Aujourd'hui, le fait que ce monde industrialisé pour nous proposer les œufs, parce qu'on en mange beaucoup, on en met partout, etc., c'est 50 millions de poussins par an, mâles, qu'on broie, on les broie. C'est-à-dire une fois qu'ils sont nés, on regarde, ils sont mâles broyeuses. Quand on a vu les images de ça, c'est à vomir. Hein, c'est clair et net. Donc, personne ne peut se dire qu'il est exempt de ça sans avoir modifié très profondément le mode de vie qu'il peut avoir aujourd'hui dans un pays occidental. Ça, c'est sûr. Et on parlait de la vidéo juste de début d'année, de chacun prendre ses responsabilités, et ça, c'est un exemple typique à travers l'alimentation de la toute première que vous ayez facilement à rectifier. C'est une des responsabilités les plus simples à rectifier. Aujourd'hui, il y a des concepts qui se montent et qui font rigoler, qui sont des gens qui vendent des œufs en démontrant des conditions de vie de ce qui sont saines, mais en plus en s'engageant à ne pas tuer une poule, parce que oui, elle sera pas consommée. On parle des mâles qui passent à la broyeuse, hein, mais je veux dire, les pousselles femelles juste rejoignent des élevages en batterie. Alors, parce qu'il faut voir que le plein air, c'est juste un petit peu mieux que la batterie, hein, parce que le plein air, c'est pas non plus des mètres carrés où elles peuvent courir, hein, faut pas rêver. Bourré d'antibiotiques, tellement il y a de maladies liées à la promiscuité. Et une poule, de toute façon, elle vit 18 mois, maximum. C'est pas énorme, oui. Donc voilà, le travail, il est long, il est conséquent. On va d'abord se poser la question sur la viande, sur le poisson, mais après, il faut se poser la question de tout ce qu'on consomme. Et on consomme beaucoup de l'animal. Il y a l'œuf, il y a le lait, il y a le cuir, il y a la laine, il y a beaucoup de choses. C'est un long chemin aussi que de se rendre compte à quel point l'animal, il est soit exploité, soit chassé, soit considéré comme nuisible. Enfin, je connais pas une espèce animale qui aujourd'hui ne soit pas en souffrance sur la Terre. Si on considère que c'est des parties de conscience qui nous sont propres, ça veut dire que on se maltraite en permanence. On le verrait peut-être plus si, pour vivre comme on le vit, on devait faire les actes nous-mêmes. C'est la responsabilité. Voilà. Je veux manger un bout de viande, et bien je vais tuer la vache. Et je veux pas dire par là qu'on doit perdre le confort qu'on a. Pas du tout. Non. Des solutions, elles existent simplement parce que le collectif ne les exige pas et est très content de ce mode facile de vie, hein, où on va sur une étagère prendre une entrecôte ou une boîte de 6 œufs. On en arrive à des choses comme ça. Mais il faut se dire que on en arrive là parce qu'on le souhaite, on le veut. Il faut voir ce qu'il y a derrière, quoi. D'où la boucle que nous faisons avec le début. N'oubliez pas que toutes ces
présence animale sont bien notre miroir, notre reflet. Si c'est pas très beau ce qu'on fait, fatalement, c'est que nous-mêmes on n'est pas très beau. À introspecter une fois de plus, cette part animale, après si on veut vraiment le placer sur le mode de la conscience intriquée, là on va pas rentrer dans les détails, mais on pourrait parler de l'idée de ce qu'est un égrégore d'espèce, de ce que représente un animal. En fait, c'est une partie générique de nous-mêmes, quelque chose qu'il faut comprendre sur le sens du mot gène. On a mis des gènes dans quelque chose qui représente une part de nous-mêmes. Dans cette part générique animale de nous-mêmes, c'est aussi le baromètre, comme je le disais au début, de la compréhension d'où en est une civilisation. C'est ou le thermomètre, ce n'est pas ce que vous voulez mesurer, mais ça, c'est très révélateur du mode de vie de conscience. C'est pareil que faire la guerre ou arrêter de la faire et de vivre en paix. C'est exactement la même chose. Donc tout ça, c'est à peser, c'est bien à comprendre. Tout ce mal qui est fait aux animaux, comme tu le disais, une fois la responsabilité prise, soit vous changez pas. Mais c'est au moins, c'est en tout état de conscience que vous le faites. On ne pouvait pas parler de cet univers archétypal que représentent les animaux, sans parler également des projections sur le futur, sur les contacts ou les pseudo-canaliseurs en relation avec des espèces qui nous rappellent certains panthéons de légendes du passé, où il y avait déjà des animaux archétypaux. On n'est pas là pour refaire cette culture-là, vous la connaissez aussi. Et on retrouve à peu près les mêmes choses. On le disait, donc la forme détermine la fonction détermine la forme. Soi-disant dans des espèces évoluées, donc qui elles, bizarrement, sont arrivées jusqu'à nous, il y aurait quand même des inepties dans les formes même corporelles. On en a déjà parlé dans notre vidéo pour préciser tout ça, mais là on tenait aussi à le compléter, puisque on voit que dans ces formes différentes et dans ces fonctions différentes, on retrouve donc de l'humanoïde très évolué, mais mixé avec de tout, des poulpes, avec des reptiles, des formes mais vraiment très différentes. On va pas tous les passer, et puis c'est normal, puisque dans tous les mondes de matrices moi-je, il faut bien le dire, tout est possible. Ça peut être du délire, mais tout est possible. On peut se retrouver avec un moi-je humanoïde avec une tête de vache. Bon, vous imaginez un peu ce qui se passe dans ce genre de matrice. On va avoir quelques problématiques à avoir une cohérence sur un scénario, mais justement, c'est là que, quelquefois, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que, mais en termes scénaristiques, vous pouvez greffer quand même une aventure qui se soit déroulée dans une matrice où on ait pris la forme très éloignée de la fonction amoureuse, c'est-à-dire avec des lèvres qui sont faites pour s'embrasser, etc. Là, on se retrouverait avec une espèce de museau, de groin. Tout est possible. Mais alors, après, la question, est-ce que c'est pertinent ? Et est-ce que c'est aller de l'avant, ou est-ce que c'est quelque chose qui nous trompe aussi ? On l'a déjà dit, mais là on en profite pour le répéter. Quand vous voyez arriver ce genre d'individu là, soi-disant évolué, qui lui a réussi à se déplacer avec un vaisseau intergalactique ou ce que vous voulez, ou un portail, et vous voyez qu'il a des crocs qui dépassent, genre insectoïdes ou ça, est-ce que vous pensez qu'il se fout de vous en fait, ou est-ce que il s'est pas modifié génétiquement parce que ça lui sert encore ces crocs là qui dépassent ? Qui c'est qui va sucer lui là ? Bon. C'est des questions qu'on doit se poser. On a aussi, alors ça c'est exceptionnel, tu parlais des aviens bleus tout à l'heure, alors sous forme animale, certains les voient comme ça, carrément avec la tête d'oiseau. Alors est-ce que c'est le retour de Thoth ? Je sais pas. Voilà, on a fait... Qui c'est ? Ces oiseaux bleus... Bon, est-ce que vous pensez vraiment, quand vous vous projetez dans le monde absolu de soi-je, que vous allez vous faire une ganache pareille, avec un bec? Il picore, tu crois encore? Il va picorer au sol, ou qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors, soit on revient sur la position intellectuelle, soit on est dans du délire à faire comprendre comme sur des hiéroglyphes, que la forme détermine la fonction détermine la forme, auquel cas il y a quelque chose à comprendre. Soit on est sur de la grande rigolade et du grand bidonnage, peut-être même des scénaristes qui sont en train de nous éveiller à notre propre discernement. Et c'est important quand même de se pencher là-dessus. Dans l'absolu, il n'est pas méchant, apparemment, celui-là. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il a besoin, comme les anges d'ailleurs, d'avoir des ailes pour s'envoler? Quand il s'agit de maîtriser la gravité, de par le logos, le vrai concept de l'omniscience, est-ce que vous pensez que ça doit se traduire par des plumes? Mais tout comme celui qui pense que l'ange, il a des ailes avec des plumes. Est-ce que vous pensez que c'est utile? Il y a un bon film qui était fait sur ça, tu te rappelles, avec Tiki Olgado.
Dieu, quand est-ce que tu me fais ma nouvelle paire d'ailes? Tu dis, arrête, on va faire avec ça et toi. Et à la fin, il voit bien qu'il peut pas s'en passer, donc il lui fait une paire d'ailes. Alors que tout le monde est en train de s'envoler, de s'extraire de la matrice sans les ailes. Et on voit Tiki Olgado, donc l'ange qui lui depuis le début l'a focalisé sur, oh Dieu, tu m'en as fait la plus belle paire d'ailes. Parce qu'il se dit, il va s'envoler encore mieux que les autres. En fait, c'est plus emmerdant que le reste d'avoir des ailes. Vous comprenez bien que quand on réfléchit du côté non plus de la matrice moi-je, mais du côté de l'absolu soi-je, il y a des incohérences ici qui font un peu rigoler, quoi. Et l'histoire des aviens bleus vient un peu soutenir cette réflexion-là. Mais enfin, chacun doit la mener jusqu'au bout. C'est absolument normal de se poser les questions. Alors, il y a aussi peut-être, je sais pas, des formes archétypales qui sont faites pour s'orienter vers le nord, vers l'étoile polaire, ou des formes archétypales. Si vous voyez débarquer celui-là, par exemple, c'est un grand spirituel peut-être, non? C'est un gourou. Il a des antennes, il capte, lui. Va savoir. Oui, c'est ça. En fait, c'est un grand gourou, lui, il va vous dire, non, mais t'as vu, moi, j'ai des antennes, je capte, hein. Et là, vous allez le croire, parce qu'effectivement, il les a, ces antennes. C'est comme les ailes de l'oiseau tout à l'heure. Bon, c'est pas sérieux tout ça, mais c'est bien pour dire, mais réfléchissez, parce que, comme on dit, à la fin des temps, les gourous sont légion, hein. Oui. Il y a de la gourouterie à tous les niveaux, et dans des secteurs qu'on n'imagine pas. On vous vend de tout, là, hein. En ce moment, c'est la cour des miracles, les marchands du temple. Il y a vraiment absolument tout, hein. Donc méfiance, même des petits lapins, faut faire gaffe, parce que comme c'est pas cohérent, ça veut dire que ça cache un problème. Donc même ce qui est mignon, faut faire attention. Et ce qui n'a pas de tête n'a aucun intérêt, puisque au final, ça réfléchit pas. Et on a besoin de miroirs en ce moment. Autre approche intellectuelle que nous permettent aussi les animaux, c'est d'imaginer, pour nos amis, une fois de plus, évolutionnistes du darwinisme, alors c'est une réflexion qu'on se fait souvent quand on est en randonnée sur les chemins, autant vous dire, donc c'est une réflexion très fréquente, de se dire que c'est quand même marrant que l'homme soit calibré à la taille parfaite pour profiter de l'environnement terrestre. Essayez de bien penser à ce qu'on va amener là. Si vous mesuriez 20 cm de haut, sur les chemins de randonnée, vous n'y verriez rien. On passe à nos chiens qui sont à peu près cette hauteur. Je pense que pour eux, c'est quand même, heureusement heureusement que l'intérêt, il n'est pas visuel. Ils ont du nez. Voilà, eux, ils sont sur le nez, donc ils sentent par terre, ils s'en foutent un peu du paysage. Mais vous, imaginez, vous seriez à l'échelle de leur hauteur. Mais vous sauteriez souvent en l'air, hein, ou vous verriez pas souvent loin, hein. Marc, ils aiment bien quand on leur montre. Oui, non, mais ça c'est vrai. Non, mais ça c'est du transfert, ça. La vision du bas, elle n'est pas non plus. Ah, mais ils le savent. Elle est très limitée. On voit plus loin, au-dessus, oui. Mais ils n'ont pas encore pris le réflexe pour autant de se balader sur deux pattes, hein, pour regarder. Ah non. Bon, donc ça veut bien dire que l'intérêt est encore plus important pour eux en bas. Mais l'importance de comprendre que c'est pas un hasard si on est à la bonne échelle. Et ça peut paraître naturel, mais comprenez-le, c'est à quelques centimètres près que ça marche plus l'histoire. Si vous êtes très petit, il va y avoir des remparts infranchissables de partout, votre vue va s'amoindrir, donc ce monde sera moins attrayant, ce sera moins adapté à votre dimension. Si vous mesurez 3 mètres de haut, vous aurez du mal à vous reposer à l'ombre d'un arbre. Tout ce qui est en interaction environnementale avec vous, à la taille parfaite, pour vous. Est-ce que ça se comprend par rapport aux autres animaux qui, de par leur fonction, ne sont pas gênés non plus? Un criquet, il est tout petit. Vous, si vous étiez toujours avec votre forme humaine, mais un criquet, gros problème. D'ailleurs, vous auriez pas survécu. Là aussi, c'est important de l'imaginer. N'importe quel prédateur serait peut-être venu à bout de votre petite vie. Là, comme par hasard, chaque forme tient bien sa place par rapport à son échelle. Donc c'est aussi hasard extraordinaire. Certains diront mais non, mais logique de la. C'est bien foutu quand même. Ouais, non, mais il y en a qui arriveront à te dire. C'est tellement bien foutu qu'on n'y pense même pas. Donc. Et c'est dommage. Mais j'en reviens à dire que certains te diront que c'est la loi de la sélection après qui a fait ça. Bon, réfléchissez-y, est-ce que c'est pertinent ou pas? Quand on voit par exemple sur ces photos la compréhension de bestioles qui ont été sur Terre et qui avaient des tailles très différentes, on imagine bien que la place de l'homme, s'il avait côtoyé, ou peut-être qu'il l'a côtoyé, on ne sait rien, c'est tellement loin, les traces sont tellement diffuses, on ne sait pas, peut-être que des moi-je ont partagé ce... Officiellement on dit que non, ça aussi, on peut très bien commencer, juste nous pour un raisonnement à spéculer avec ça, mais imaginez que si l'homme avait vécu à cette époque-là, selon la taille qu'il avait, c'était un univers quand même assez insupportable. Oui.
Sauf si, et ça c'est vrai que c'est quand même quelque chose aussi qu'on remet en question, on est là pour ça, pour faire travailler notre réflexion, donc chacun le fait à loisir, mais sauf si, même le tyrannosaure là qui semble nous faire peur, il était herbivore. Parce qu'à un moment, il y a des gens qui ont déterminé, dans le genre de ces animaux préhistoriques, que c'était tous des bestiaux qui représentaient le garde-manger des autres. Mais ça, rien ne nous le dit non plus. Quand je vois la dentition d'un tyrannosaure, ça me fait plus penser à un peigne. Ça peut très bien être un animal qui s'est mis droit debout pour atteindre les feuillages en haut, et avec cette dentition qui est un peigne, passer sur les grandes feuilles pour en extraire la partie latérale. On nous a pas laissé assez d'éléments pour dire que ça c'était un carnivore. En plus, il est mal foutu le bestiau quand même. Hein. Ses petites pattes devant, elles sont pas faites pour appréhender un animal, pour le mettre en respect avant de le croquer. On voit que ça sert pas à grand chose. Enfin bon, tout ça c'est au passage pour dire que dans toutes les idées préconçues, prémâchées qu'on nous a données, il y a tellement peu du factuel pour l'étayer qu'on peut largement avoir le droit de le remettre en question. Ouais. C'est notre liberté de le faire. On précisera même au passage, puisqu'on voit qu'il y a des planètes visibles dans le ciel, qu'on imagine bien que si ce genre de mécanique animale, ce véhicule corporel existait à cette échelle-là, c'est que les conditions de la gravité terrestre étaient peut-être pas forcément les mêmes. Ouais. Voilà. Et on peut se poser des questions. Après, ça découle plein de choses. On n'est pas là pour le résoudre. Nous, on a fait nos recherches et nos idées là-dessus. Mais c'est vrai que c'est soit parce que la théorie de l'expansion terrestre, elle est pas si bête que ça, que la Terre était peut-être pas de la même taille, donc n'avait pas la même gravité, ou peut-être que l'influence de son satellite ou de ses satellites n'était pas la même aussi. Voilà, on le dit au passage, c'est des petits éléments comme ça que on doit remettre en question par rapport à des théories officielles qui, on peut le dire sur ce sujet-là, ne sont pas figées. Hein. On entend de tout. La Lune sera un morceau de la Terre. Ça c'est assez nouveau. Avant c'était pas comme ça. Ça évolue. Mais dans ce qui est figé et qui doit pas être démonté comme le darwinisme, on voit bien le danger de la progression spirituel à comprendre le monde absolu, ça, c'est sûr, mais dans ce monde astronomique, on voit bien aussi les limites que ça peut donner sur le fait de ne pas comprendre la physique des sphères, etc. Que cette physique, elle est quand même au balbutiement de ce qu'elle peut s'autoriser à se dépasser pour penser plus fort et plus loin. La gravité n'était peut-être pas la même. Vu la taille, et ça on le sait, il y a des fossiles pour en attester, vu la taille des végétaux à l'époque de ces dinosaures, ce monde était aussi harmonisé pour les bestioles qui y vivaient. On voit bien qu'à un moment, il y a eu un changement d'état et un changement de forme. Et est arrivé quelque chose de tout neuf. C'est pour ça qu'on reprend cet œuf, évidemment, cet œuf cosmique là qui vient d'ailleurs, ou pas, hein, qui à un moment prend la place parce qu'il y a tout qui a changé d'échelle. On n'était pas du tout sur les mêmes échelles. Tout ça, c'est ouvert à la réflexion et surtout ne vous empêchez pas de le réfléchir, hein, c'est libre. Hein. On a encore la possibilité de construire son propre raisonnement ou ses propres spéculations sur la compréhension du monde où on est. Et c'est fait pour ça. Pour passer du très grand au très petit, faut pas oublier aussi qu'on partage notre vie avec des animaux qui sont assez primaires. Tu parlais au tout début de la vidéo des formes de bactéries, d'où nous serions tous issus. Voilà, ouais. Bon, vous avez compris, nous on est vraiment à l'inverse de ce raisonnement. Mais il faut pas oublier, et ça c'est important de le prendre en conscience dans notre phobie du milieu, et de ce qui peut se passer dans la matrice, dans les éradications d'espèces, dans les fins de scénario. Il peut y avoir 50 000 possibilités. Hein. Vous pouvez avoir peur de la grosse bébête, hein. C'est celle qui vous fait peur à Hollywood en général, là, comme ce tyrannosaure qui peut-être en fait n'était pas du tout dangereux, on ne sait rien. En général, les éradications, elles sont plus de l'ordre de la petite bébête. Hein. C'est-à-dire celle qui rentre en vous et qui vous détruit de l'intérieur. Et qui se propage très facilement. Rapidement, ouais. Donc ça, faut pas l'oublier. Dans l'équilibre, si vous avez compris ce qu'on a essayé d'amener comme raisonnement juste avant, de cet effet miroir qu'on a avec l'extérieur de nous-mêmes, selon ce qu'on inflige à notre environnement, et la réponse qui vous est retournée automatiquement, vous comprenez bien que ce qu'on a redouté, c'est peut-être pas la partie gigantesque d'un monstre, mais plutôt la partie insidieuse du très petit que vous ne pourrez pas maîtriser. Alors là aussi, il y a tout un panthéon d'archétypes, d'idées. Est-ce qu'on maîtrise vraiment le très petit à travers des vaccins, à travers des médicaments, etc. Le sujet est largement ouvert et très vaste à traiter. Quelque chose qu'il faut intégrer dans sa conscience. Et puis l'autre possibilité, c'est quelque chose d'inconnu.
cette espèce de stromatolite là où je sais pas ce que c'est. Bon là c'est une stalagmite qu'on a extrait d'une grotte, mais c'est un élément impromptu quoi, quelque chose qu'on ne comprend pas qui arrive et qui pousse là et qui est toxique. Un danger peut aussi venir d'une partie beaucoup plus figée. Mais bon, ça fait partie de tout ce panthéon qu'on a tous à avoir en réflexion sur le miroir de nous-mêmes. Tout ce qui est extérieur, il y a l'animal, mais il y a tout ce qui est créé, qui est notre propre partie intriquée, mais réduite, qui interagit avec nous dehors. Si on comprend bien, si nous avons choisi de faire monter le degré de contrainte, c'est bien que la réponse, à chaque fois, c'est une réponse du berger à la bergère. Hein. C'est une boucle. À un moment, il va bien falloir, même à titre personnel, se poser la question de ce qu'on inflige aux autres pour savoir qu'est-ce qui nous revient dans la figure, en gros. Hein. Donc ça, c'est vraiment du travail sur soi. On insiste bien à chaque fois là-dessus. La résolution de la fin des temps, il faut arrêter de s'agiter à aller secouer tout autour des pruniers pour en recueillir les fruits, mais peut-être se calmer et essayer de comprendre qu'est-ce qu'on fait au milieu de ce verger, quoi. Voilà. On a peur de plein de dangers extérieurs et souvent le plus grand danger, il est à l'intérieur de nous. Tout à fait. Voilà. Et on n'est pas en capacité de le voir, c'est bien ça. Le propre du travail sur soi, c'est de gagner en discernement et en vision. On est sorti du poisson. Hein. Voilà, et toutes les vidéos que nous avons réalisées depuis quelques années au départ sont vraiment là pour ça. Là, depuis quelques temps, on s'évertue à faire de l'explication du modèle soi-jeu, mais il faut pas oublier que le travail... Faut l'agir après, oui. Voilà, le travail indispensable sur soi... C'est de l'action. C'est de l'action, et tout ça, ça a été développé dans les vidéos, surtout au départ. On n'en parle plus trop, et pourtant on y revient, là, il faut bien le dire, c'est essentiel. Hein. Puisqu'on est sorti de l'ère du poisson, l'eau, c'est les émotions. Ça veut dire qu'on est sur un temps où on n'est plus sur le fait de se créer des émotions, de jouer avec les émotions, etc. Et le rappel des mémoires aussi, peut-être. Oui, les mémoires aussi, un autre temps. Ce temps-là, il est révolu. Ça veut dire qu'on a autre chose à faire aujourd'hui. Et puisque tu parles du temps, ça tombe bien. Nous ne sommes pas des nihilistes. Pour nous, le temps existe bien. Et on peut le dire, il est régi par... une fois de plus, on revient aux animaux. C'est zoo, hein, l'animal, c'est zoo. C'est le zodiaque qui le tient. Alors... Pour tous ceux qui seraient zététiciens, etc., qui sont de la physique dure et darwiniste aussi, en général ça se rejoint, et c'est tombé, tout ça évidemment ça vous parlera pas. Mais la pertinence de la compréhension du plafond de Dandera, qu'est-ce que c'est le rôle d'un zodiaque dans le jeu d'une matrice moi-jeu, donc relative, c'est quelque chose qui prend tout son sens. Alors ça a double sens intéressant, c'est un sens mémotechnique, c'est-à-dire que quand vous voulez savoir où vous en êtes de la grande montre céleste, c'est-à-dire le ciel, il faut comprendre que vous allez pouvoir vous orienter grâce à des constellations, à des groupes de constellations qui représentent, pour s'en souvenir, on n'a pas mis des voitures, ça n'existait pas, si on aurait pu mettre la 4L, là c'est la Renault 5, ouais, là ça marcherait aujourd'hui par exemple. Mais non, on a bien pris quelque chose d'intemporel et qui reste fixé dans la matrice, c'est donc le zoo, c'est le zodiaque, ce sont les animaux, et qui représentent aussi, on l'a dit, en plus de leur forme qui détermine leur fonction, qui va déterminer sur vous aussi une action, donc une influence. Donc tout ça c'est lié, il faut bien le comprendre. Donc l'animal a une place prépondérante dans la conscience humaine, mais une place prépondérante intellectuelle dans le temps, dans l'action de la sphère moi-je, ici dans l'univers relatif moi-je. Mais il faut bien se dire, et là on fait une projection sur ce qui se passe de l'autre côté, que vous n'allez pas vous en extraire quand vous allez de l'autre côté. Mais seulement, vous allez extraire la partie problématique et négative qu'on a ici. Mais de l'autre côté, il y a aussi du temps, et il y a encore aussi un zodiaque qui vous donne des émotions très différentes, parce que la vie, il faut que ça change. Oui, c'est impermanent. On ne peut pas vivre tous les jours le même jour non plus. Hein. Il faut varier les plaisirs. Mais je pense que c'est un bon point de départ, de s'imaginer une vie où on extrait tout le mal. La première difficulté qu'on a, c'est d'animer les choses. Qu'est-ce qui nous anime quand tout est parfait quelque part? Et on comprend bien que s'il n'y a pas un jeu d'influence de temps et d'énergie différentes, ça peut être compliqué. Et de là, on peut partir aussi sur la compréhension de pourquoi on crée des moi-jeux. Voilà. Pourquoi on crée des matrices et qu'est-ce qu'on va y vivre comme émotion. Parce que là où on est, nous, ces émotions-là, elles ne sont pas permises. Et pour faire un résumé un peu basique, mais tant pis, il faut le faire, on peut l'oser. On peut dire que dans l'absolu, on varie les plaisirs, mais dans le relatif, on varie les contraintes. Quoi. On essaie de les résoudre. Normalement, on doit les résoudre. Sinon, elles se représentent à nous, tant qu'on les a pas résolues. Oui. D'où cette compréhension aussi qu'on doit retrouver, ou même chercher en tous les cas, dans sa conscience, de savoir pourquoi
certaines civilisations qui nous ont précédés, là on voit des images égyptiennes, ont le savoir de ces grands cycles. Vous ne pouvez pas avoir cette connaissance si vous avez une histoire réduite soit dans le temps, soit dans votre connaissance. Est-ce que ça se comprend ça? C'est-à-dire, comment vous voulez justifier qu'une population puisse connaître un cycle de plus de 25 000 ans s'il ne l'a pas lui-même éprouvé ou s'il ne l'a pas lui-même créé ou connu? On voit bien qu'on est dans une folie en ce moment de pouvoir discuter avec des scientifiques, de remettre en question ne serait-ce que ce fait-là. C'est typique d'une problématique de mettre comme l'autruche la tête dans un trou. Expliquez-nous comment ils pouvaient avoir ce savoir qui nous donne les clés d'un calendrier qui s'étale sur une période aussi longue. Alors que nous, avec nos ordinateurs et notre technologie, nous avons pu faire une accélération ou un retour dans le temps au niveau de l'astronomie pour pouvoir savoir que ce cycle existe. Et donc nous l'avons vérifié. Ça nous met face à un paradoxe. Comment ça se fait que cette civilisation-là va au-delà de nous d'ailleurs, puisque nous on est très dans la simplification, on a juste donné la roue du temps, l'incrémentation qui se fait sur la montre justement, ou sur le zodiaque céleste. Mais eux sont allés beaucoup plus loin, puisqu'ils ont même signalé à travers le zodiaque avec les animaux que cette aventure temporelle, elle correspond aussi à une aventure archétypale. Vous imaginez bien que ne pas se plonger dans cette culture, ne pas essayer de la comprendre, c'est quand même assez dommage, c'est une erreur. Et être réductionniste avec des versions officielles de dire que ceci et cela, et ça représente juste l'ego démesuré de certains pharaons qui sûrement comprenaient pas grand-chose à ce qu'il y avait après la vie, mais qui croyaient être éternels, etc. On a une soupe là-dedans, c'est un mélange incroyable. Donc le mieux c'est peut-être de revenir à des grands questionnements et à travers des courants un petit peu plus occultes, justement cachés jusque-là, et qui sont même interdits. Souvent on voit dans des émissions de télé, l'autre jour à la télévision on a entendu la révélation de pyramide, cette espèce de film immonde et ça. C'est un film qui apporte une réflexion, plutôt nécessaire d'ailleurs. Même si ça amène aucune réflexion, ne serait-ce que les éléments factuels du film sont intéressants entre eux, puisqu'on les a jamais entendus. Voire même, il y a certaines choses qui nous sont cachées. Quand on redimensionne le pyramidion, il faut nous expliquer en quoi on modifie. Oui, il y a des retours. Un élément d'archéologie aussi important, ça modifie l'histoire quelque part. Enfin, c'est une volonté de modifier ou de cacher une partie de l'histoire. Ça c'est pour pas choquer qu'on peut dire ça, mais si on veut aller un peu plus en profondeur, on passe très vite sur le sujet. Cette grande pyramide avec sa résolution sur le masculin et le féminin à travers la géométrie et la mathématique, avec tout ce qu'on peut trouver à comprendre là-dedans, c'est plus qu'extraordinaire. On en a déjà parlé, mais on en reparle à chaque fois puisque c'est quelque chose qui fait toucher la preuve que, tout comme il y a des compréhensions à avoir dans le monde archétypal des animaux, et il y en a aussi à comprendre dans l'architecture de ceux qui nous ont précédés. La chose reste la même, il faut analyser notre environnement, parce qu'il n'est pas fait au hasard, fois de plus. Il y a plein de messages. Mais ce qui est bien en ce moment, c'est qu'il existe plein de courants de pensée très différents, et chacun va un petit peu piocher ce qui lui plaît un peu partout. On a même en ce moment des manipulateurs du temps, c'est un espèce de voyage dans le temps par le leurre scientiste. Alors je m'explique, vous allez retrouver beaucoup de théories en ce moment où des gens disent que le voyage est possible dans le futur ou dans le passé, avec des interventions sur des jeux hypothétiques de nous-mêmes dans le futur, qui seraient en train de communiquer avec nous pour nous prévenir des dangers, pour se sauver eux-mêmes. Est-ce que je me fais comprendre de ça? Oui, si tu as vu Retour vers le futur, tu comprends. Ouais. Bon. On l'a déjà dit sur l'explication du modèle physique et de ce paradoxe-là. Oui. Après, mais chacun fait le délire qu'il veut. Mais chaque fois, on est bien obligé, nous aussi, de revenir là-dessus, puisqu'on surveille un petit peu ce qui se passe dans la matrice, et c'est normal. D'ailleurs, vous aurez remarqué que même en ce qui concerne la géopolitique, on a largement levé le pied, puisque là, on peut le dire après réflexion approfondie, on peut vraiment affirmer qu'on ne peut rien affirmer. C'est-à-dire que dans les différents courants de ce qui se passe, de ce que vous pouvez vous qualifier, chacun ses sensibilités dans le bien ou le mal,
il se cache dans le camp du bien des gens qui en fait sont très mauvais, et il se cache dans le camp du mal des gens qui en fait sont là pour révéler le mal parce que justement ils font le bien. C'est très compliqué, donc on n'ira pas s'aventurer à faire de la géopolitique extrapolée, parce que la fin des temps, là, on était prévenus, on comprendra rien n'est à sa place, tout est à l'envers, on peut pas savoir, puisqu'il y a des doubles jeux partout. Par contre, ce qu'on nous montre aujourd'hui, tous les jours, des heures et des heures, tous les jours, c'est que on nous ment en permanence. On nous fait mal vivre, c'est-à-dire on nous alimente mal, on nous soigne mal. Là est sortie l'histoire des implants. Des personnes qui avaient des implants contraceptifs, c'est-à-dire que on nous montre à quel point on s'occupe mal de nous. Pourquoi? Parce qu'il nous appartient de nous occuper de nous. Petit à petit, on a tout délégué à un système. Et aujourd'hui, on ne peut que le voir. Qui peut mieux s'occuper de nous que nous-mêmes? C'est-à-dire, on a délégué ce qu'on mange, on a délégué comment on vit, comment on se distrait, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. On nous dit même ce qu'on doit penser ou pas, ce qu'on doit voir ou pas. Mais c'est nous qui l'avons voulu, ça. Moi, je pense qu'on est vraiment sorti du poisson. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne qui veut voir ça, elle le voit. Tandis que la façon dont on y est tombé dedans, tous ces consentements qu'on a fait en laissant faire, en ne disant pas non, effectivement, c'est parce qu'on l'a pas vu. Mais là, on en sort bien. Après, comme tu dis, chacun fait ce qu'il veut. La personne qui se dit, moi, c'est ma vie, elle me va très bien, t'as mieux. Et à propos de ça, et pour relier aux animaux, on a oublié un des animaux les plus incroyables et qui rejoint le problème social dont tu fais état. On parle souvent du jeu des prédateurs, à travers la finance, les gens qui seraient donc dans cette violence et le sacrifice, que ce soit par le meurtre ou même de l'anthropophagie, quelque part, parce qu'on mange toujours la partie de l'autre, même si c'est pas factuel par le corps, quoique certains en font des espèces de scènes artistiques, donc c'est qu'on n'est pas loin de la vérité, mais c'est la vérité sûrement dans la parcelle que chacun a de sa conscience sur la terre. C'est-à-dire, il y en a qui bouffent la conscience des autres, en les mettant dans des états de précarité économique, etc. Mais ça nous amène à quelque chose de très différent et au-dessus, je dirais même dans la chaîne de nuisance, au-dessus du prédateur, c'est le parasite. Et là, on est dans quelque chose qui est le mal, qui doit vraiment disparaître de cette fin des temps. On découvre, comme tu dis, le parasitisme. Qui c'est qui en fait fout rien de ses journées, n'est pas du tout constructif, à part de faire travailler les autres, par milliers même, et qui récolte les fruits démesurément de cette chose-là pour les dilapider dans des choses futiles et inutiles. Ça s'appelle du vrai parasitisme. Que certains défendent bec et ongle. Il y a des prédateurs qui défendent les parasites. Bizarre dans la chaîne animale de conscience. Pour autant, ça nous est montré aussi. Ben, c'est le supradominateur humain, ce parasite en fait là. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que c'est visible. Ces parasites, ils vivent au grand jour, ils étalent leur vie au grand jour. Mais celui qui peut le faire, c'est qu'il peut pas vous tromper, il en a bien les moyens. Voilà. Celui qui a 15 Ferrari, c'est du parasitisme. Ils sont dans les médias, ce sont des people maintenant, ces gens-là. Ils ont changé de sphère. Ah oui, complètement. Et quand tu dis qu'il y a des prédateurs qui les défendent, le fait qu'ils soient maintenant catégorisés dans les people, c'est quand même assez instructif comme... c'est des valeurs, ils font partie des valeurs. C'est-à-dire que maintenant, ils ont une valeur comme peut avoir une star de la chanson, un acteur. Ils sont devenus des people. C'est un monde vraiment inversé dans la logique de l'humain. Complètement. À chacun de se poser la question, c'est-à-dire quelle est son analyse par rapport à ces gens-là. Mais certains te diront que c'est quand même des gens généreux. Quand ils te balancent 200 millions, merde, c'est un mec bien. Oui, mais enfin... non mais je rigole là. J'ai entendu ce soir une autre personne qui fait partie de la même catégorie qui a dit mais vous vous rendez pas compte, pour eux c'est rien. En plus, donc c'est encore pire. Oui, c'est encore pire. Est-ce qu'on les trouve généreux ou est-ce qu'on se dit qu'il y a quelque chose d'anormal quand autant de gens dorment dans la rue, ont du mal à boucler leur fin de mois, etc. C'est pas caché, on n'a pas besoin de faire des efforts pour savoir. Ça nous est dit. La seule chose que on peut se demander, c'est pourquoi il y a autant de passivité face à ça. Et puisqu'on est dans la thématique des animaux, ce parasitisme, c'est pas péjoratif, c'est une réalité. Non, c'est une catégorie animale. Ah bien sûr, et c'est caractérisé par ce qui le définit. Et c'est bien une extrême déviance, puisque leur seul but, c'est d'accumuler des biens et des faveurs, de l'autorité, de la reconnaissance que fatalement ils ont volé à des victimes.
Il faut bien être conscient. À un moment, il faut arrêter de dire ouais mais les valeurs de la réussite. Genre c'est un match, comme il y a un match de foot, mais il y a un match où vous écrasez des cadavres. C'est de la misère humaine qui est créée à chaque fois que quelqu'un va voler sa part de ressources humaines, hein. Ni plus ni moins. Misère humaine et animale. Et animale aussi, oui, parce que c'est greffé aussi sur de l'industrie du vivant en général, hein. Oui, Ou forestière aussi d'ailleurs, on peut aller aussi plus loin, etc. Des tests sur les animaux, de l'élevage. Donc c'est une nouvelle espèce, quelque de la part. fourrure. C'est le prédateur parasite. Bien sûr. On connaissait pas jusque-là, alors, il y avait des prédateurs, de l'autre côté des tiques, des sangsues, des parasites, etc. Mais là, non, on a trouvé un monstre vraiment parfait. C'est le prédateur parasite. Quand je parlais aussi de responsabilité, y compris dans des actes que l'on pourrait dire non directs, c'est que l'admiration qu'on peut donner à ces gens-là fait aussi partie de notre responsabilité. Eh oui, entretenir ces sortes de tiques géantes à l'appétit insatiable. Et comprendre aussi que ces parasites n'existent que parce que le porteur l'accepte. Parce qu'aussi, il faut bien le dire, il y a eu une intelligence d'ingénierie sociale derrière qui a créé tout le système économique et politique élaboré pour que cette espèce surgisse, hein. Tout le système est fait pour ça. Hein. Complètement, mais la seule modification du mode de consommation ferait évoluer beaucoup de choses. D'ailleurs, au passage, ce qui met en défaut ce système qu'on a toujours monté au pinacle, qui est la démocratie. On en voit ses limites. Là. Si vous comprenez bien, en termes d'animaux, comment on construit la pyramide des influences, on n'est plus dans le souci de savoir en nombre combien de valeurs vont représenter certains concepts, certaines idées en allant voter pour tel ou tel candidat. Oui. Ça n'a aucune valeur. Dans l'urgence de la situation où nous sommes, la démocratie n'est pas pertinente. Comprenez bien, si vous êtes une espèce évoluée, que s'il n'y avait que 10 personnes en difficulté dans une population de 10 millions, vous devez les prendre en compte. C'est leur voix qui compte, c'est pas les autres. Ceux qui vont bien, à la limite, on n'a pas à les écouter. C'est ceux qui vont pas bien qu'on va écouter. Et ça, il faudrait quand même une bonne fois pour toutes commencer à déstructurer ce mental qui nous a été fait pour que ces espèces de prédateurs parasites ont mis en place de nous faire croire que c'est la chose la plus juste. Non, c'est injuste. Ce système, il est injuste. Pour que quelque chose respecte le bon et le beau, il faut la justesse. Donc ça ne marche pas dans le bon et le beau, donc c'est injuste. Je veux bien expliquer par là que quand on pousse un raisonnement réellement humaniste pour transformer et pour faire évoluer le monde, on n'en est plus à se demander de la loi du plus fort. Là, la loi du plus fort, c'est la loi du nombre. Ça s'appelle la démocratie. Là, on est sur quelque chose qui doit évoluer sur l'humanité, de la condition humaine. Qui est-ce qu'il faut écouter en priorité? C'est celui qui dit mais attends, je suis en train de crever là, occupe-toi de moi, ça va pas du tout, je vais mourir là. Donc si on a un brin d'empathie et d'humanité, le système le plus simple à élaborer, c'est celui d'une écoute à celui qui est le plus en difficulté. À chaque fois, c'est un réajustement qui doit se faire sur un programme de construction de notre avenir en fonction de ce qui va mal et de le rectifier. Et puis surtout, puisqu'on parlait de parallèle avec des animaux, tout ce qui est déviant, c'est-à-dire tout ce qui est du domaine du prédateur ou du parasite. Du parasite, j'ai du mal avec ce mot, ça veut pas. Heureusement qu'on ne peut pas rentrer. C'est vraiment de faire des garde-fous pour que ça n'existe pas. Parce que ça, c'est le plus gros des dangers. Une fois qu'il a fait sa toile, un petit peu comme l'araignée, là, et que vous êtes collé dedans, on a du mal à s'en dépéguer, à s'en désengluer. Il vient vous bouffer tout cru. Donc, on peut créer des remparts pour que jamais quelqu'un puisse démesurément devenir d'une richesse qui est indécente, puisqu'elle ne sert qu'à faire des conneries. Après, quand on a trop d'argent, on va faire que des bêtises avec ça. Il y a bien un seuil à définir qu'on ne doit pas dépasser. Tout comme un ego malsain, que si vous donnez des armes à quelqu'un qui devient un tueur fou, quoi. C'est pareil. C'est une déviance de vivre cette richesse dans un monde où d'autres voient leurs enfants mourir de faim. Pour en revenir à des aspects plus sympathiques sur cette thématique des animaux, il faudra quand même bien se poser la question quelle est notre considération, notre rapport à l'animal, à l'innocence, puisque c'est dans le sens naïf qu'on peut voir un animal comme un enfant. C'est quelque chose qui révèle une certaine innocence. Donc le rapport que vous pouvez avoir avec l'animal, c'est révélateur de l'état d'esprit et c'est selon si vous aurez de l'affection ou de la consommation ou l'asservissement que vous allez pouvoir vous déterminer vous-même sur ce curseur empathique par rapport à ce fameux concept animal qui est un corps véhicule générique. Et c'est important de le considérer comme fragment de vous, une parcelle de vous-même et pas comme le New Age ou certains courants chamanistes veulent le dire, une personne, donc un
moi-je en évolution, parce que ça, ce serait du néo-darwinisme, hein, on l'a déjà dit, on le répète, c'est quelque chose qui peut entraîner vers un retour en arrière de certains concepts qu'on aura sûrement l'occasion de développer dans l'épisode 12, où nous allons explorer les différentes solutions de changer de matrice ou de sortir de matrice. Le chamanisme et ses voies intellectuelles proposent quelque chose de très précis, mais qui n'est pas forcément identifiable si vous ne connaissez pas le modèle soi-je. Tout ça, on aura l'occasion de bien le préciser, de bien le développer. Mais chacun va où il veut, puisque vous aurez bien compris que c'est pas un combat que nous essayons de mener, c'est juste une précision de comprendre les différences de projets qu'il peut y avoir pour chaque moi-je. Et il n'y a pas de mauvais projet, puisque chaque délire d'émotion qu'on a à vivre dans chaque matrice est quelque chose de souhaité. Chacun va où il veut, c'est absolument normal. On n'a pas eu le temps, parce que là quand même ça fait long, on va pas le développer, mais sachez qu'il y a aussi un aspect assez intéressant à introspecter sur le fait que comme un animal est aussi un véhicule vivant dans la matrice, vous comprenez qu'il puisse aussi être utilisé pour des interactions avec son soi-je, pour faire passer soit des messages, soit aussi pour faire vivre des expériences constructives d'évolution. Certains l'ont compris d'ailleurs à travers des synchronicités manifestées à travers des animaux. Donc les animaux peuvent interagir dans la matrice par rapport à cette compréhension du modèle soi-je, mais pas à se prendre pour un dieu qui crée l'animal qui vient communiquer avec vous. Et c'est là que souvent on voit des erreurs, enfin des erreurs pour nous, chacun fait ce qu'il veut. Certains qui interprètent des synchronicités avec des animaux vont penser que cette interaction elle se fait plutôt dans le fait de construire le futur, donc de changer ce qui se passe dans la matrice, etc. Mais en fait, on l'a déjà expliqué dans d'autres vidéos, c'est une interaction qui est en direct, mais qui par contre peut être préméditée. C'est-à-dire que soit je peux mettre en place une stratégie et il va faire intervenir directement dans le scénario, par exemple un animal qui va vous communiquer quelque chose, soit à travers de la symbolique parce que vous aviez un protocole prédéterminé avant, ou dans le réel émotionnel parce que si un chien vous mord, c'est qu'il y a quelque chose à vous dire, ou si un chien vient vous faire plaisir, faire des petites léchouilles, ben ça va vous faire plaisir. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être déclinées à différents degrés d'importance qui sont à prendre en compte avec le soi-je qui peut s'exprimer à travers l'animal. On va peut-être s'arrêter là pour pas être trop indigeste. On n'a pas fait le tour de tout de l'animal, en tout état de cause pour terminer. N'oubliez pas d'introspecter la différence, puisqu'à chaque fois c'est vraiment l'automatisme qu'il faut prendre quand on comprend pas forcément quelque chose qui se passe dans l'univers relatif, puisqu'en fait ce sont les effets d'une causalité qui elle est bien fondée dans l'univers absolu. À chaque fois, quand on ne comprend pas les effets de ce que nous vivons ici, il faut revenir à la logique, donc au logos primordial, qui se trouve dans l'univers absolu, pour comprendre quelles sont les répercussions, quels sont les effets des causes que nous avons bien voulu mettre en place nous-mêmes dans l'univers soi-je, dans l'univers absolu. On se retrouve pour la prochaine édition, pour le prochain épisode. L'épisode 11, ce sera donc la genèse causale depuis le primordial. Et là, ça va être une sacrée partie, ça va être très long aussi, puisque on reprend les plans des figures que l'on a l'habitude de vous exposer, avec ces anneaux, etc. Et là, on va faire le parcours d'une conscience qui va naître et qui va croître dans la logique de tout ce qu'on a exposé. En gros, on va faire une synthèse de toutes les vidéos qu'on a fait depuis l'épisode 1 jusqu'à aujourd'hui. Mais cette fois-ci, en identité personnelle, c'est-à-dire un individu qui démarrerait et qui... Une conscience. Voilà, une conscience individualisée qui démarrerait et qui irait jusqu'à ce qu'on est, nous, aujourd'hui, dans une matrice relative. On vous épargnera évidemment tous les aspects techniques, fractales et compagnie. On fera ça très épuré, très simple, et ce sera une façon très efficace de comprendre les effets et surtout la causalité primordiale. Prochaine fois, épisode 11, genèse causale depuis le primordial. Et ensuite, une fois que ça donc ce sera bien fixé, on passera à l'épisode 12 sur les différences. Et là, ça va être important justement pour s'orienter ensuite. C'est-à-dire que une fois que vous connaissez la règle du jeu, avec ce modèle soit jeu, hein, s'il vous va, sinon vous ferez qu'autre chose. Si vous comprenez cet épisode 11 de cette genèse causale, ensuite ce sera plus facile pour vous dans l'épisode 12 et en général dans votre vie à vous de choisir les différents archétypes pour sortir ou changer de matrice, hein, puisqu'on a deux choix là, c'est-à-dire soit vous sortez de cette matrice pour aller vers une autre plus évoluée, ou moins évoluée,
Peut-être c'est celle-là d'ailleurs hein, qui restera moins évoluée ou qui va changer. Ça quelque part ça a peu d'importance. Ce qui compte c'est votre qualité vous en tant que conscience qui va vous orienter vers une matrice meilleure ou une plus pourrie ou s'extraire des matrices pour rejoindre le modèle archétypal absolu, le monde du soi-je. Voilà, donc ce sera exposé dans les prochains épisodes. D'ici là, on vous souhaite beaucoup de réflexion, beaucoup de calme devant tous les événements bizarres hein, qui se produisent. Exact. Surtout, évitez justement de vous enflammer dans l'émotionnel. Le bon émotionnel, c'est de vous enflammer avec votre moitié. Là, vous pouvez pas, mais pas dans les disputes, attention, mais plutôt dans l'amour. Enflammez-vous dans le bonheur, ça c'est bon. On a parlé d'axe tout à l'heure, je pense que l'essentiel c'est de ne pas perdre son propre axe. Parce que tout ce qu'on nous montre est fait pour nous susciter de l'émotionnel qui serait susceptible de nous détourner de ce que l'on a à faire, c'est-à-dire de rester axé sur ce que l'on veut, ce que l'on souhaite et ce que l'on sait et puis continuer à évoluer par soi-même. Pour y voir plus clair. Voilà. Avec tout le discernement qu'il faut pour cette situation qui est remplie d'informations, alors comme jamais. Oui, l'eau disparaît, donc il y a trop d'infos et on a du mal à la digérer. Du coup, il faut vraiment prendre soin de bien faire ça à tête reposée. Bon courage et à bientôt. À bientôt.